que c'est une opération qui maintenant existe depuis 17 ans et qui est organisée par le Conseil général des Hauts-de-Seine, qui s'appelle La science se livre. Et en fait, chaque année, on met en avant un sujet scientifique en particulier. Donc cette année, vous avez tous deviné, hein, c'est la mathématique. Et donc voilà, on a vraiment le grand honneur, le grand plaisir à la mairie et à la médiathèque Landowski d'accueillir donc Cédric Villani, qui est directeur de l'Institut Henri Poincaré, titulaire entre autres prix de la prestigieuse médaille Fields, et qui a aussi écrit, peut-être que certains ne le savent pas à la rentrée, un livre qui s'appelle Théorème vivant. Donc voilà. Donc à la suite de sa conférence, vous pourrez bien sûr poser vos questions. Et après ces questions, le livre sera en vente et vous pourrez aussi le faire dédicacer. Et donc on remercie monsieur pour le prêt de l'ordinateur. Donc mieux vaut tard que jamais, je vous laisse avec monsieur Cédric Villani. Bon, là, en fait, c'était pour montrer que les habitants d'ici sont pleins de ressources et ils savent faire face à toutes sortes de situations. Ok, alors, c'est parti. Je suis vraiment désolé pour cette affaire-là. Je vous jure que c'est la première fois que ça m'arrive depuis... je sais même pas dire quand c'était le dernier bug de compatibilité tel qu'il a fallu changer d'ordinateur. C'était il y a des années. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'araignées, je vais vous parler de chauves-souris, je vais vous parler de mathématiques. Ça va pas être un cours. On va raconter des histoires, je vais vous parler un petit peu de ce que j'aime faire comme genre de mathématiques, je vais vous parler un petit peu de ce qu'on peut faire comme genre de mathématiques. Ouais, bonne précaution là. Et puis, on va parler de choses qui nous sont familières. Mathématiques, quand vous dites mathématiques, tout de suite, il y a plein de gens qui se braquent et qui disent « Voilà, j'y comprends rien, j'y connais rien, c'est abstrait et tout ». Alors, parler d'araignées et de chauves-souris, c'est une façon d'aller vers quelque chose de concret. Araignées et chauves-souris, ça a de commun que ça évoque plein de choses effrayantes. Évidemment, complètement à tort. En période de Halloween, ça c'est le genre d'image que vous pouvez voir dans les vitrines des magasins. Des araignées, des chauves-souris avec un air complètement effrayant, mais évidemment c'est une question de point de vue. Vous pouvez aussi voir une mignonne araignée verte comme ceci, une toute mignonne chauve-souris comme cela, et vous serez certainement plus proche de la réalité. Alors, on va parler, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir trouver de mathématiques à dire sur les araignées et les chauves-souris? Eh bien, on verra. Et pour commencer, on va rappeler quelque chose des éléments que c'est bien de connaître quand on parle de mathématiques. Araignées et mathématiques, la première chose qui vient en tête, c'est la toile. Alors on peut se dire qu'on va étudier géométriquement la toile, pourquoi pas, mais on va chercher des choses plus élaborées à dire. Représenter des formes comme ça, peut-être c'était parmi les motivations quand on s'est mis à développer au début la géométrie, l'une des plus anciennes branches de la mathématique qui soit développée. Avec ici un extrait du livre mythique des sciences mathématiques. Qu'est-ce que c'est? Le livre, le traité scientifique dans l'histoire de l'humanité qui a été le plus édité. C'est les éléments d'Euclide. Les éléments d'Euclide, un traité de géométrie, du plan, plus de 1000 éditions. Pendant des millénaires et des millénaires, ça a été étudié, réétudié, enfin j'exagère un peu quand je vois, pendant des millénaires on va dire, ça a été étudié et réétudié. Ça a acquis un statut de texte quasiment sacré, et c'était un texte qui, de fait, était la sorte de Bible d'un mode de pensée formalisé pour la première fois au niveau de la Grèce antique. Maintenant, on est familier avec ça, mais c'était complètement étrange, voire hallucinant comme façon de penser, de se dire, on va étudier le monde comme suit. On va commencer par se donner des règles, on les appelle des axiomes. C'est des postulats, on ne se donne pas la peine de vérifier qu'ils sont vrais, on les définit comme vrais.
Et à partir de là, on va faire des déductions, et tout ce qu'on s'autorise comme ingrédient pour déduire des choses, c'est le raisonnement logique. Si machin est vrai, truc est vrai, alors ça implique ceci, et ainsi de suite. Et jamais aucun nouvel élément. Et là, quand vous voyez ça, vous vous dites que ça ne peut pas marcher, cette affaire. On part de trucs dont on décide qu'ils sont vrais, et puis on rajoute rien d'autre. Il est évident, a priori, qu'on va tourner en rond. Et pourtant, on ne tourne pas en rond. Et cette façon de penser s'est avérée extrêmement féconde. Et elle a accompagné l'histoire de tout le progrès technologique humain. La mathématique comme partie intégrante du progrès. Le traité d'Euclide a été traduit dans toutes les langues. Ici, vous envoyez une version en latin, hein, Liber Quater, Euclidius, Euclidis, Elementum Quartum, etc. Quartum, bon, ça fait longtemps que j'ai pas fait le latin. Et vous voyez, même si on ne voit pas trop ce qu'il sait pas trop ce qu'il dit là, il nous parle de carré, il nous parle de pentagone, il nous parle d'hexagone, et ainsi de suite. Peut-être, est-ce qu'on a un pointeur en stock? Bon, là, je vais pointer directement avec la main, un outil de pointage depuis quelques centaines de millénaires. Et ici, on voit donc un pentagone, un hexagone, et ainsi de suite. Et c'est le genre de choses que vous étudiez quand vous faites de la géométrie plane, telle qu'on peut la faire au collège, au lycée, telle que j'aimais beaucoup faire quand j'étais gamin. Le théorème de Pythagore, si vous demandez, c'est l'un des nombreux théorèmes qui sont démontrés dans les éléments d'Euclide, si vous demandez à quelqu'un dans la rue de vous citer un théorème, avec une très forte probabilité, c'est celui-là qu'il va citer. Où il ne saura pas tellement dire ce que c'est, mais il se souvient qu'il y a un théorème qui s'appelle le théorème de Pythagore. C'est pas facile d'en trouver d'autres. Dans la salle, là, vous en connaissez d'autres? Théorème de Thalès, bravo. Voilà, un public cultivé. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Borel-Lebesgue. Oh là là, j'ai entendu Borel-Lebesgue, là, c'est vraiment... Voilà. Il est formidable. Hein. Ouais, ah voilà, là, c'est bon, on a toutes sortes de théorèmes. Là, vous êtes vraiment le public top niveau, là. Alors, le théorème de Pythagore, qu'est-ce qu'il dit? On va revenir dessus, hein. Il nous dit, je prends un triangle rectangle, hein, avec un angle droit, et je regarde les longueurs des côtés, il y a une relation entre les trois longueurs. Si je regarde les carrés des côtés adjacents à l'angle droit, ça me fait la même chose que le carré. Alors là, je crois qu'on peut applaudir. Ça nous fait le carré du troisième côté, le côté opposé à l'angle droit qu'on appelle traditionnellement l'hypoténuse. Voilà, alors ça, c'est un théorème qui est joli, hein, ça fait une belle relation entre trois nombres sous une condition d'angle droit. C'est aussi quelque chose qui évidemment est extrêmement pratique. Si vous devez construire un machin rectangulaire, hein, un terrain de football ou un temple, ou ce que vous voulez, ça dépend de vos inclinaisons, vous allez, par exemple, si vous savez qu'il doit faire 3 mètres sur 4, comment faire? Vous n'allez pas trimballer avec une équerre de 3 mètres sur 4. Vous pouvez prendre une petite équerre, mais après, si vous prolongez les lignes, eh bien, il y a un risque de vous tromper, d'amplifier une petite erreur de l'angle. Ce que vous pouvez faire, en revanche, c'est vous promener avec une corde dont la longueur totale sera 12 mètres, et puis à un endroit dans la terre, vous plantez un piquet, vous accrochez la corde là, vous comptez 4 mètres, vous plantez, vous comptez 5 mètres, vous plantez, et vous arrangez pour qu'il y ait 3 mètres ici. Et une fois que vous avez fait ça avec votre corde, eh bien, vous savez que là, il y a un angle droit. Puis vous recommencez l'opération de l'autre côté, et vous avez comme ça un rectangle impeccable, pour peu que votre sol soit suffisamment plat. C'est le genre de choses qui peut donc, ce théorème de Pythagore, qui peut donc avoir un intérêt vital si vous voulez faire des constructions avec faire intervenir des angles et des distances. Et évidemment, le théorème de Pythagore, il a eu un intérêt pratique pendant extrêmement longtemps. Maintenant, on ne s'en sert plus comme ça, mais c'est incorporé dans toutes sortes de logiciels et toutes sortes de mesures. Alors, ça marche, quelles que soient les dimensions, évidemment. Parmi les triangles célèbres rectangles, il y a le triangle 3, 4, 5. Il y a aussi le triangle 5, 12, 13. Et voici une autre façon de formuler le théorème de Pythagore. Au lieu de prendre un triangle rectangle, on va en mettre deux, l'un à côté de l'autre. Et ça va faire un rectangle complet. Évidemment, les deux diagonales, elles ont la même longueur ici.
Et ces diagonales, c'est ce qui correspondait à l'hypoténuse du triangle rectangle. Donc je peux écrire une fois le théorème de Pythagore, ça au carré plus ça au carré égale ça au carré, et puis je peux l'écrire une autre fois avec la deuxième diagonale. Et j'obtiendrai comme ça une autre façon de voir les choses, qui sera de dire que si je fais la somme des carrés des 4 côtés, j'obtiendrai la somme des carrés des 2 diagonales. Voilà une façon dont on pourrait exposer le théorème de Pythagore. Dans un rectangle, la somme des carrés des côtés est égale à la somme des carrés des diagonales. Ça sonne bien. On pourrait le dire comme ça, c'est exactement équivalent à l'énoncé habituel. Il n'y a ni plus ni moins que l'énoncé habituel du théorème de Pythagore. Et donc ça sonne bien, ça, un rectangle, propriété des rectangles, la somme des carrés des côtés est égale à la somme des carrés des diagonales. Bon, et puis un jour, et je me souviens très bien, comme j'étais étonné quand j'ai rencontré ça dans un exercice dans mon jeune temps, un jour, on vous explique que vous prenez un parallélogramme quelconque, sans angle droit a priori, ben c'est pareil. La somme des carrés des côtés est égale à la somme des carrés des diagonales. Et là, un réflexe naturel, c'est de se dire il y a quelque chose qui ne va pas là. On m'a trompé. Parce que vous avez vu auparavant le théorème de Pythagore, et c'était important, bon sang, que ce soit un rectangle, l'angle droit. En tout cas, ça donnait l'impression. Et là, c'est pas du tout un angle droit, et on a pourtant le même théorème, la somme des carrés des côtés est égale à la somme des carrés des diagonales. Et vous avez l'impression qu'on vous a bien eu. Et là, vous faites la démonstration, et c'est ainsi que vous pouvez vous familiariser avec une démarche extrêmement importante en mathématiques, mais plus généralement en sciences, où on va généraliser. On a un énoncé dont on sait qu'il est vrai sous certaines hypothèses, et on va chercher s'il est vrai sous des hypothèses plus générales. On va affaiblir les hypothèses et voir si ça reste vrai. Au lieu de demander qu'on ait un rectangle, c'est-à-dire des côtés 2 aides parallèles et 4 angles droits, on va juste garder les côtés parallèles et enlever la condition d'angle droit, et ça restera toujours vrai. Et là, vous voyez, ici, la puissance de ce que ça peut avoir, l'éducation, le rôle de la mathématique dans l'éducation. Avec comme ça un petit exercice, vous pouvez voir la puissance de la généralisation. Dans les autres sciences, c'est beaucoup plus difficile. En mathématiques, contrairement à ce qu'on croit, les choses sont très proches. Vous pouvez vous les approprier, vous pouvez les contrôler complètement. Vous avez tous vu un rectangle et vous savez ce que c'est. Mais très rares ceux d'entre vous qui ont vu un atome. Et pourtant, en cours de physique, on vous parle d'atomes et ainsi de suite. Rares ceux qui ont vu une baleine. Mais en cours de biologie, on va vous parler de baleine et ainsi de suite. Vous êtes bien obligé de croire. Mais en mathématiques, vous n'êtes pas forcé de croire. Vous pouvez tout démontrer par vous-même. Et vous avez tout à portée de main. C'est extrêmement proche, la mathématique. Alors, à cette époque-là, la géométrie du triangle, j'aimais beaucoup. Il y avait ce bouquin, Sortez et sortez. Il y a des gens dans la salle qui le connaissent. Ouais, là, je vois des doigts qui se lèvent timidement. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, ça, c'était un de mes bouquins favoris. Hein. J'ai encore l'exemplaire que j'avais. Il est tout griffonné partout. Plein d'exercices de géométrie du triangle. La géométrie du triangle, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. D'abord, il y a un côté ludique. Et puis, vous pouvez faire les figures. Dans l'espace, c'est moins bien parce qu'on ne peut pas faire les figures en 3 dimensions. Mais en dimension 2, vous y arrivez bien. Et vous passez votre temps à expliquer les choses. De temps en temps, en géométrie du triangle, vous avez 3 droites qui, comme par miracle, passent par un même point. Et puis des fois, vous avez 4 points, par exemple, qui, comme par miracle, comme c'est le cas ici, sont alignés sur une même droite. Alors que vous avez construit de telle et telle façon, et paf, ils sont tous sur la même droite. Et ce que vous apprenez en cours de géométrie du triangle, c'est que ce n'est pas des miracles. Et vous arrivez à le démontrer. Là encore, c'est des petits exercices qui vous montrent que les choses, ce qui semble être des miracles, on peut l'expliquer. Et vous pouvez le faire avec la simple puissance du raisonnement logique. Ça, c'est quelque chose qui est remarquable. Alors, géométrie du triangle, j'en ai fait beaucoup, beaucoup, et je dois dire que ça ne m'a jamais servi à rien. Géométrie du triangle, ça ne sert à rien dans la vie de tous les jours, mais vraiment à rien. Et même si vous faites des mathématiques au niveau professionnel, ça ne sert à rien non plus. Mais pourtant, quand je dis ça, j'abuse un peu. J'abuse un peu. Et le bouquin, là, il doit trouver que je suis bien ingrat, parce que ça m'a appris, en tout cas, ça m'a entraîné à faire des raisonnements logiques. Ça, c'est devenu mon gagne-pain. Peu importe qu'on s'entraîne à raisonner logiquement sur des triangles ou sur des dominos ou qui sait quoi. L'essentiel, c'est d'apprendre à raisonner logiquement. Après, tout le reste suit pour un cours de mathématiques.
Une fois qu'on a formé l'habitude, l'entraînement d'aligner des arguments, de faire l'ego conceptuel que constituent les démonstrations mathématiques, eh ben on peut changer d'objet de démonstration et c'est pas grave. Et les théorèmes, on les oublie, on s'en fiche complètement. Ce qui reste, c'est l'entraînement à faire des raisonnements logiques. Et ça ne sert pas seulement en mathématiques. Bon. Alors, je vais revenir à Euclide pour vous montrer l'autre genre de miracle qui peut se produire quand vous regardez des choses mathématiques. Là, je vous ai parlé de droite concurrente. On a fait des constructions, on a vu quelque chose apparaître qu'on n'avait pas prévu. Voici un autre exemple. Comme je vous le disais, dans cette page d'Euclide, qu'est-ce qu'on voit? Un carré, un pentagone, un hexagone, ils sont tous réguliers. Régulier, ça veut dire quoi? Même nombre de chaque côté à la même longueur, et puis ici, il y a des angles qui sont tous égaux. Ça, c'est un polygone régulier. Et on peut construire des polygones réguliers à 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Autant de côtés que vous voulez. Bon, vous voyez ça, vous dites, ok, à 2 dimensions, je peux construire des polygones réguliers avec autant de côtés que je veux. Faisons la même chose maintenant en 3 dimensions. En 3 dimensions, ça s'appelle un polyèdre, comme un cube, pyramide, et bien on va les construire avec un certain nombre de côtés. 17 côtés par exemple. Et bien ça ne marche pas. Ça ne se généralise pas. Et ça a été un choc quand les gens ont compris que si je regarde des polyèdres, alors des polyèdres convexes, hein, qui n'ont pas des polyèdres qui sont entièrement bombés, on va dire, ben, il n'y en a que 5 des polyèdres réguliers. Pas un de plus, pas un de moins. Hein, là-haut, la pyramide, on l'appelle aussi comment? Tétraèdre, ouais. Le cube, ici, avec 8 faces, l'octaèdre. Là-bas, comment il s'appelle en haut à droite? Dodécaèdre. Et ici, je crois que vous êtes le record, toutes les audiences que j'ai jamais eues, les plus calées. Alors, l'icosaèdre, il est beau, hein, avec 20 triangles, 20 faces qui sont des triangles équilatéraux. Solide platonicien. Alors, il faut s'imaginer la tête des gens qui ont découvert ça. Quoi? C'est incroyable. Je cherche des solides réguliers, il n'y en a que 5. Il y a quelque chose de magique là derrière, une loi de l'univers, un code mystérieux. Pas encore le Da Vinci Code et qui sait quoi, mais c'est ça qu'ils avaient en tête, les gens. Alors, il y en a qui ont essayé d'expliquer, de mettre en relation les 5 solides platoniciens avec les 5 planètes qui étaient connues à l'époque, et d'expliquer comme ça les distances entre le Soleil et les planètes. Évidemment, un jour, on trouvait une 6e planète, bon, la question s'est écroulée. Mais bon, il y avait cette idée qu'il y avait quelque chose de magique. Et on ne peut pas leur en vouloir parce que vraiment, il y a quelque chose de magique, vraiment. Quand on repense aux planètes, hein, il faut imaginer que le mouvement des planètes, d'abord, c'est un truc qu'on peut résoudre en écrivant des équations sur une feuille de papier. C'est complètement dément. Les planètes, c'est des trucs qu'on n'ira jamais voir. Et puis, on peut aussi, les planètes, on peut aussi calculer leur trajectoire, et leur trajectoire, c'est quelque chose d'extrêmement régulier, c'est une forme elliptique que les Grecs connaissaient déjà sans avoir la moindre idée que c'était le mouvement des planètes. Quelque chose de magique dans cette adéquation entre les objets mathématiques et le monde du réel. Alors ça, c'est le genre de choses qui, au détour d'un bouquin de vulgarisation, peut vous motiver pour vous lancer dans une carrière mathématique. Pourquoi pas? Bon, ben, c'est ça que j'ai fait. Hein. Donc, je suis entré à l'école normale supérieure. Je fais un petit raccourci à partir entre le collège et l'école normale supérieure. École normale supérieure, j'avais aucune idée en y rentrant que c'était si fort en mathématiques. C'est l'établissement dans le monde qui a formé le plus de médailles Fields, hein, et de loin. Il y en a 10 des 11 médailles Fields françaises sont passées par là. Mais bon, à cette époque-là, j'en avais pas la moindre idée. Et puis tout ce que je me disais, c'est bon, on continue, on va faire des mathématiques, on va avancer, on va voir. Alors il y a un truc effrayant quand vous entrez comme ça dans une grande école, c'est qu'il faut commencer à se spécialiser. Il faut commencer à se spécialiser et vous découvrez avec moi qu'il va falloir choisir soit l'algèbre, soit la géométrie, soit l'analyse, probabilité, statistique, etc. Il va falloir choisir une branche particulière dans la mathématique et étudier là-dedans. Alors déjà, quand vous entrez à l'école normale supérieure en mathématiques, votre famille vous regarde un peu bizarrement, mais quand vous leur dites que vous allez vous spécialiser en analyse, ils vous disent, c'est sûr que tu n'es pas déjà assez spécialisé comme ça. Bon, alors il faut, même fois, on peut se dire quand même, c'est un peu effrayant cette affaire. Et la conclusion, en tout cas, je vous dis, ça vaut en mathématiques, ça vaut pour tout le reste, pour les jeunes, il ne faut pas hésiter à se spécialiser au démarrage.
Et c'est beaucoup plus efficace si on veut avoir un champ assez large, de commencer par se spécialiser dans une direction et ensuite d'aller voir les autres directions, que d'essayer de tout faire à la fois. Parce qu'une fois qu'on est spécialiste dans quelque chose, on a des armes en plus pour devenir spécialiste d'autre chose. Donc, là, je me suis spécialisé, je suis devenu analyste. Puis après, j'ai élargi. Au début, c'était analyste. Pourquoi l'analyse? Aucune bonne raison. Hein. Avant ça, j'étais plutôt fort en algèbre. Mais, qu'est-ce qu'on va dire? Le cours d'analyse, le cours d'algèbre plutôt, qui était ma matière forte, il démarrait un peu plus tard dans l'année. Et au début de l'année, j'étais très motivé, je travaillais bien, et puis pendant un moment, je me suis dit, c'est pas la peine de travailler tant, Cédric. Et donc, j'ai levé un peu le pied. Le cours d'algèbre est arrivé à un moment où je faisais essentiellement rien de mes journées, si ce n'est écouter de la musique en faisant des anagrammes et des choses comme ça. Et donc, j'ai poursuivi le cours d'algèbre, et puis après, je suis devenu analyste, puis finalement, ça me convenait extrêmement bien. Souvent, il faut laisser faire le hasard. Alors après, j'ai eu la médaille Fields, je fais un raccourci là encore. Alors, je suis devenu spécialiste en équations de dérivées partielles, hein, c'est le genre de choses que vous voyez là derrière, vous pouvez l'admirer de manière purement esthétique. Hein. Là-haut, il y a l'équation de Boltzmann, en dessous, il y a l'équation de Vlasov, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Bon. Et puis, évidemment, quand ça vous arrive, vous êtes très content, quoi. Vous êtes très content. Alors, en même temps, vous êtes un peu effrayé, parce qu'il y a plein de choses qui tombent dessus. Quand vous avez une récompense, ça sert à la fois de récompense, d'encouragement, et puis ça sert à vous donner des responsabilités. Ça va être votre job d'aller parler de mathématiques. Dans les journaux, à la télévision, partout, et puis vous n'êtes pas forcément préparé à ça. Il y a un côté un peu effrayant, mais en même temps, c'est assez intéressant parce qu'on va rencontrer plein de monde. Alors, vous vous retrouvez dans Télérama, avec un titre qui dit « Je suis la Lady Gaga des maths ». Vous levez le machin avec le titre, vous dites « Qu'est-ce que c'est que ça ?» Le journaliste vous envoie un message en vous disant « J'espère que je ne suis pas allé trop fort avec le titre ». « Non, c'est bon, très bien. Pas de souci, pas de souci. » Il faut apprendre à gérer ce genre de truc. Alors, intéressant, vous rencontrez des artistes. Beaucoup de points communs entre les artistes et la mathématique. Et puis, l'alliance technologique et artistique, c'est dans l'air du temps. Alors ici, je suis avec Patrice Moulet, l'un des fondateurs du groupe Libéraux Alpes, qui a eu son heure de gloire dans les années 70, et qui, dans les 20 dernières années, pas très loin d'ici, dans un atelier, plus au nord, dans son atelier La Défense, s'occupe de développer des instruments de musique nouveaux comme celui-ci, là, l'Omni. Objet musical non identifié, entièrement programmable, dont il a compris un jour, par hasard, que ça avait un pouvoir d'ouverture pour les jeunes handicapés absolument remarquable. Et il m'a demandé de parrainer son association. J'étais très content de le faire, je suis devenu ensuite président de l'association. C'est le genre de choses qui vous arrivent dessus quand vous êtes médaillé, qu'on prend avec grand plaisir, et on découvre à cette occasion à quel point c'est populaire d'être scientifique et la puissance que ça peut incarner, y compris dans des milieux comme celui de l'art. Ici, un mélange donc d'art et d'action sociale. Alors, mathématicien, ça voyage beaucoup, et les exposés, vous en faites pas seulement dans toutes sortes de personnes, mais dans toutes sortes de pays. Ici, c'était une conférence publique à Dakar, et voilà, j'étais excité à Dakar. J'étais à la fin de la conférence, ils m'ont sauté dessus pour des autographes et tout, les organisateurs ont craint pour ma sécurité, mais ils étaient extrêmement motivés, c'était très rafraîchissant. J'y vais tous les ans, je m'occupe du développement d'enseignement supérieur au Sénégal, et c'est passionnant. Mathématicien, ça voyage beaucoup, comme tous les scientifiques, encore plus que les autres scientifiques, parce que le mathématicien n'est pas attaché à des expériences, à des laboratoires, à des grosses équipes. Et là, la semaine dernière, j'étais à Singapour, c'était mon 36e pays. Ça voyage beaucoup, un mathématicien. Je fais de la publicité pour le métier. Bon, alors celui-là, c'était... Bon, je l'ai fait qu'une fois. On l'a proposé plusieurs fois. C'était les pages de mode des magazines. Je l'ai fait qu'une fois. C'était pour le supplément mode de l'Express. Alors, mathématicien, évidemment, si les gens ils me demandent, ils me réclament tout ça, c'est avant tout pour que je leur parle du mathématique et du métier de mathématicien. Savoir qu'il y a un métier qui s'appelle mathématicien, c'est pas quelque chose d'évident.
quand vous racontez ça, des fois les gens ils se demandent ce que vous faites. Par exemple, chauffeur de taxi qui vous demande ce que vous dites mathématicien, il dit ah bon, vous faites des gros calculs? Non, il pense qu'on est une sorte de super calculateur, qu'on sait multiplier les nombres à 6 chiffres et ainsi de suite. Mais pas du tout. Mathématicien, c'est un métier dans lequel on fait plein de choses intéressantes, un métier très ancré dans le monde réel, mais c'est un très bon métier. Très bon métier, et comme j'aime bien le répéter dans mes conférences, le jour où le Wall Street Journal a classé tous les métiers du monde, entre parenthèses, c'est une idée complètement débile, mais bon, ils l'ont fait. Ils l'ont fait, et qu'est-ce qu'ils ont mis en premier? Vous voyez, mathématicien, meilleur métier du monde selon le Wall Street Journal en 2009. Ah, c'est pas mal, hein? Ouais, vous auriez dit peut-être princesse, mais ouais, bon, trader, mais non, c'était mathématicien. Alors en deuxième, vous voyez, actuaire. Remarquez comme il y a beaucoup de scientifiques dans les premières places. Statisticiens, biologistes, puis les sciences de l'informatique, la sociologie, tout ça, beaucoup de scientifiques dans les premières places. Important. Scientifiques, c'est des bons métiers. C'est des métiers dans lesquels les gens se sentent utiles, c'est des métiers dans lesquels vous avez un environnement intellectuellement stimulant, c'est un métier qui touche à beaucoup de choses. Bon, alors à la fin, le pire, là, vous voyez, dans ce qu'ils ont classé, c'est Lumberjack, le bûcheron. J'espère qu'il n'y a pas de bûcheron dans l'audience. Et évidemment, ce classement, ils veulent absolument rien dire, sauf peut-être la première place. Alors, un mathématicien, on peut se demander ce que c'est pour le Wall Street Journal. La réponse du Wall Street Journal, c'est qu'un mathématicien, c'est quelqu'un qui applique des théories mathématiques et des formules pour enseigner ou pour résoudre des problèmes dans le contexte des affaires, de l'éducation ou de l'industrie. C'est pas mal comme définition. C'est pas mal parce que ça insiste sur quelque chose de très important, résoudre des problèmes. La mathématique, comme les autres sciences, ça a été développée au départ pour résoudre des problèmes pratiques. En revanche, il y a un truc qui n'est pas bien dans cette définition, c'est que ça oublie quelque chose d'important. Qu'est-ce que vous en pensez? Connaissance, mais il s'agit pas seulement d'appliquer ou de connaître des théories mathématiques, il s'agit aussi de faire quoi? Les créer, exactement. Il faut bien qu'il y ait des gens pour les créer, pour d'autres puissent les appliquer. Et les chercheurs, justement, ceux qui créent la mathématique, ils jouent un rôle fondamental. Ils sont encore d'actualité, il ne faut pas croire que les théorèmes mathématiques, ils datent tous du temps de Pythagore. Bien au contraire, il n'y a jamais eu autant de théorèmes démontrés actuellement, que maintenant. Nombre de théorèmes nouveaux qui paraissent chaque année dans les revues de recherche mathématiques, ça dépasse largement les 100 000. 100 000 par an. Et là, c'est comme toutes les sciences. Et ce qui peut nous entretenir dans cette illusion, c'est que ce qu'on apprend en mathématiques au lycée, c'est toujours de l'ancien. Ça va quasiment jamais au-delà de 1800. Des fois, vous apprenez un peu de statistique, les jeunes apprennent un peu de statistique maintenant, il y a des controverses là-dessus justement, mais c'est essentiellement de l'ancien. Alors on peut croire que ça a tout été déjà fait et que c'est bouclé. Pas du tout, ça change sans arrêt. Et ce qui se passe en mathématiques à l'échelle internationale maintenant, c'est pas la même chose qu'il y a 10 ans, et dans 10 ans, ça sera pas pareil. Et donc ça se fait avec des êtres humains toute une communauté qui travaille à redéfinir les contours de la mathématique. C'était un des sens du titre de mon ouvrage, dont la présentatrice a eu la gentillesse de parler tout à l'heure, théorème vivant, insistant sur le fait que la mathématique, c'est vivant. C'est fait par des êtres vivants, et c'est quelque chose qui est en évolution. En France, on dit souvent quelque chose comme 4000 mathématiciens. Quelques commentaires sur la nature des sciences mathématiques. Un mot-clé en mathématiques, c'est l'abstraction. Ah oui, par définition. La mathématique, c'est une représentation abstraite du monde. C'est abstrait, c'est pas pour rien, c'est pas pour le plaisir de faire quelque chose d'abstrait qu'on l'a fait. C'est parce que quand c'est abstrait, c'est puissant. Ça peut être puissant. Quelque chose qui est abstrait, c'est universel. Poincaré disait, faire des mathématiques, c'est donner le même nom à deux choses différentes. On voit ça, on se dit c'est bizarre comme définition. Mais non, parce qu'à partir du moment où vous avez un concept abstrait, il va pouvoir s'appliquer à de nombreuses situations différentes. Ici, je vous ai mis une image de la courbe gaussienne qui apparaît aussi bien dans les fluctuations des sondages
que dans les fluctuations de la taille des individus ou les fluctuations au niveau des océans. Des phénomènes extrêmement différents, qui pourtant vont faire apparaître la même loi gaussienne. Et puis, là, c'est la fameuse loi de Galilée, la fameuse citation de Galilée. Le grand livre de l'univers est écrit en langage mathématique, qui rappelle que même si c'est un langage abstrait, une représentation abstraite, ça s'applique extrêmement bien à la description de la réalité. Et je vous en parlais tout à l'heure, de ces ellipses-là. Ça, c'est l'illustration exceptionnelle de cette citation de Galilée. Hein, pendant des millénaires, les humains se demandent comment décrire la trajectoire des planètes qu'on voit dans le ciel. Et puis un jour, Kepler, genre au 16e, 17e siècle, on comprend, après Kepler, que les trajectoires des planètes sont des ellipses. Les ellipses, c'est une figure que les Grecs connaissaient déjà. Vous plantez 2 piquets dans votre jardin, vous mettez une corde non tendue, et puis vous tendez la corde et vous tracez la figure correspondant à toutes les possibilités de tendre la corde une fois qu'elle est attachée aux 2 piquets. Et vous obtenez une ellipse. C'est extrêmement simple. Et les gens n'avaient pas idée que c'était une forme qui décrivait quasiment parfaitement la trajectoire des planètes. Comme quoi on retrouve dans l'univers des éléments fondamentaux du langage mathématique. Alors, on peut voir des outils mathématiques dans quelque chose de beaucoup plus pédestre que les planètes loin dans l'univers. On peut regarder une scène courante et puis voir plein d'éléments mathématiques. Alors ça, celle-là, je l'ai empruntée à un blog humoristique qui s'appelle Comment les scientifiques voient le monde. Et c'était le titre de cette vignette, et c'est un blog qui s'appelle Abstruse Goose. Et la première image était ça, vous voyez le charmant petit lapin qui grignote sa carotte dans un décor bucolique. Et dans la deuxième image, vous voyez une petite tentative de représenter mathématiquement ce qui se passe. Alors là, c'est ultra simplifié. Hein. Si on voulait vraiment écrire les équations, il faudrait un annuaire entier pour écrire l'ensemble des équations correspondant à ça. Mais il y a quelque chose de profond là derrière. Hein. Le fleuve, la petite rivière, c'est pas un fleuve, c'est la petite rivière qui coule, on peut l'apprécier de manière physique en se rafraîchissant dedans, on peut la regarder, la décrire avec des mots et des analogies, mais si vous voulez la décrire précisément comme un ingénieur, eh bien vous allez la mettre en équation. Et pendant des milliers d'années, l'humanité savait faire rien d'autre que regarder le fleuve et l'écrire par analogie, et puis un jour on a pu écrire les équations mathématiques de l'écoulement de l'eau dans cette rivière. Ça a commencé au milieu du XVIIIe siècle, et maintenant c'est un champ, un domaine mathématique et physique considérable. Comme vous le savez peut-être, comme je le rappelle dans une petite carte blanche dans Le Monde à paraître demain, de nos jours, dans la plupart des trucages cinématographiques qui font intervenir de l'eau en écoulement, eh bien, c'est uniquement ça qu'on utilise, l'équation mathématique. Plus le physique, plus rien, juste l'équation mathématique simulée par des ordinateurs. Et on n'y voit que du feu, si j'ose dire. Alors, des fois, ça peut être utilisé pour étudier des questions écologiques vitales. Voici un exemple de recherche mathématique inspirée par des problèmes issus de la gestion écologique. Cette année 2013, c'est l'année mathématique pour la planète Terre. On va un peu partout dans le monde, des instituts de recherche mettent en place des sessions thématiques liées à la mathématique liées à la planète Terre. Et une illustration est fournie par des recherches effectuées à l'Université de Saint-Louis sur la langue de Barbarie. J'y suis allé il n'y a pas longtemps, je vous le recommande si vous allez au Sénégal, dépêchez-vous parce que peut-être justement ça va disparaître. Ça c'est la langue de Barbarie. Une zone sablonneuse extrêmement étroite et longue qui est située à côté de Saint-Louis du Sénégal. Et puis vous voyez, ça délimite un espace intermédiaire entre le fleuve et l'océan. Il y a une interaction entre le fleuve, l'océan, le sable. Il y a un écosystème tout à fait particulier, c'est très agréable et c'est assez fragile. Et puis, un jour, dans cette langue de Barbarie,
le gouvernement sénégalais a fait creuser une petite brèche comme un trop-plein, vous savez, comme pour faire écouler de l'eau qui déborde dans les lavabos. Quelque chose de large comme ça, quoi. La largeur de la table. Bon. Et puis maintenant, ça se compte en centaines de mètres, la longueur de la brèche. Ça a augmenté, de manière absolument incontrôlable et imprévue. Et une deuxième brèche qui est ouverte par la suite, qui, elle, grignote jusqu'à 40 mètres par jour, un truc complètement dingue. Donc il se peut très bien que d'ici quelques années, l'ensemble de cet écosystème-là soit balayé. Et qui aurait pu prévoir ça? Ça paraissait complètement inoffensif, une petite ouverture comme ça. Alors, pour comprendre, pour prédire, c'est là que ça peut être intéressant, une modélisation mathématique. Ceci, ce sont les équations que des thésards étudient à l'Université de Saint-Louis, précisément pour comprendre comment ça fonctionne. L'interaction entre la partie sablonneuse, l'océan, le fleuve, et vous avez ici des équations qui décrivent une partie de ce système, faisant intervenir le débit, la profondeur du fond et la hauteur d'eau, et l'auteur d'eau. L'auteur de l'eau. Et ça, c'est vraiment, ça vous montre que des problèmes mathématiques, ça peut être inspiré par des questions extrêmement pratiques. Parfois, les découvertes mathématiques, théoriques, ont des applications pratiques, concrètes, fondamentales, voire qui changent votre quotidien. Mais vous ne le savez pas, et vous vous en rendez compte longtemps après, genre 150 ans. Un exemple qui est extrêmement célèbre en mathématiques, c'est celui de la géométrie non euclidienne. Tout à l'heure, je vous ai parlé de géométrie euclidienne, géométrie plate. Et puis un jour, on s'est mis à faire de la géométrie non euclidienne. En géométrie non euclidienne, c'est comme en géométrie euclidienne, vous avez des distances, des longueurs, des angles, mais c'est pas plat. Et en particulier, les angles dans les triangles, leur somme peut faire plus que 180 degrés, et ainsi de suite. Et vous avez des géométries courbées, comme cela. Et c'était un grand progrès de la géométrie du IXe siècle que de développer ces géométries non euclidiennes. Ça semblait être purement esthétique, ça semblait n'avoir aucune application pratique. Bon. Et puis, un jour, ça a une application, des géométries non euclidiennes, une application esthétique, ça vous fait de très jolies surfaces, les surfaces à courbure négative. Vous en avez une ici qui a servi à l'exposition de la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Mais ça sert aussi, de manière fondamentale, ça a servi à développer la géométrie, la relativité générale d'Einstein, le R que vous voyez ici, c'est un hommage au R de Riemann. Et puis maintenant, c'est dans vos GPS. Si on ne tient pas compte de la correction de la relativité générale dans le GPS, et qui s'appuie elle-même sur le formalisme de la géométrie non euclidienne, et ça ne marcherait pas. Donc là, vous avez un exemple comme quoi une innovation théorique se transforme en innovation technologique à 150 années d'intervalle. Une autre théorie qui a été apprivoisée lentement et qui joue un rôle fondamental dans le monde d'aujourd'hui, c'est la statistique et le hasard. Ça a été une des grandes révolutions des derniers siècles. L'idée qu'on pouvait prédire le hasard. A priori, le hasard, précisément, c'est quelque chose qu'on ne peut pas prédire. On lance une pièce en l'air et on ne sait pas si elle va retomber sur pile ou face. Mais ce qu'on a compris à partir du XVIIIe siècle, c'est que précisément, le fait que ce soit imprévisible au coup par coup pouvait très bien aller de pair avec une prévisibilité statistique. Et si vous lancez votre pièce en l'air 1 million de fois, en gros, ce sera 500 000 faces, 500 000 piles, si la pièce n'est pas biaisée. Alors, il y a quand même des erreurs qui vont se produire. Et de temps en temps, il y aura plus de piles que de faces. Vous pouvez vous demander quel sera l'excès. Est-ce qu'il y aura une grosse erreur ou une petite erreur? Et on a découvert dans les années 1730 la fameuse loi gaussienne qui vous indique comment se répartissent les erreurs. Beaucoup de petites erreurs, pas beaucoup de grandes erreurs. Ça, c'est le profil statistique des erreurs quand vous lancez une pièce de monnaie en l'air. Et c'est quelque chose, cette gaussienne, comme je vous disais tout à l'heure, qu'on retrouve un peu partout, dans toutes sortes de problèmes. À la même époque, on comprend que ces problèmes liés au hasard,
c'est pas seulement une belle pièce qu'on lance en l'air, c'est aussi des problèmes qui font intervenir de la géométrie. Voici l'exemple développé par le comte de Buffon, hein, le fondateur du Jardin des Plantes tel qu'on le connaît. Prenez un parquet, alors ici c'est un parquet, mais les dates ne sont pas bien parallèles, ça fait plutôt comme une sorte de toile d'araignée. Prenez un parquet avec des lames bien parallèles, et puis une aiguille telle que la longueur de l'aiguille, c'est pareil que l'écartement entre les lames du parquet. Et puis laissez tomber l'aiguille par terre. Une fois, 2 fois, 10 fois, 1000 fois, de n'importe quelle façon. Vous la lancez, vous la faites tourbillonner, vous la laissez tomber de manière complètement imprévisible, et vous faites ça autant de fois que vous voulez. Et puis vous comptez combien de fois en proportion l'aiguille va traverser une des rainures. Et vous regardez quelle est la proportion. Est-ce que c'est 1 fois sur 2, 2 fois sur 3, et ainsi de suite. Et si vous attendez assez longtemps, ça sera presque exactement 2 sur pi, la proportion. Donc environ 2 tiers. Vous voyez là quelque chose de remarquable. On lance de n'importe quelle façon, de manière imprédictible, et pourtant la statistique est extrêmement prévisible. Alors, si vous faites l'expérience, vous verrez que ça converge lentement. Une fois, j'étais dans un colloque, il y avait un philosophe qui parlait d'émergence et tout, et qui expliquait qu'avec cette méthode de l'aiguille, on avait pu calculer toutes les centaines de décimales de pi qu'on voit au palais de la découverte. Et je suis un garçon poli, hein. Je n'ai pas fait remarquer que si ça avait été vraiment le cas, il aurait fallu faire travailler toute l'humanité pendant plusieurs milliards d'années. 1810, Pierre-Simon de Laplace démontre la loi des erreurs, il montre rigoureusement ce théorème selon lequel les moyennes statistiques présentent des fluctuations gaussiennes. Et il y a aussi cet écartement en 1 sur la racine carrée du nombre de lancers. Si vous faites une expérience statistique avec des lancers indépendants, des tirages indépendants, vous ne pouvez jamais espérer mieux comme précision, erreur type, que l'inverse de la racine carrée du nombre de la taille de l'échantillon. Par exemple, c'est comme ça qu'on voit bien que si quand vous faites un sondage sur 1 millier de personnes, vous ne pouvez jamais vous attendre à une précision meilleure qu'environ 3%. Tirer des conclusions sur une variation inférieure, dans une période d'élection politique par exemple, c'est juste faire des calculs sur un truc qui n'a aucune signification. Alors, un dernier petit exemple de ce mariage entre l'imprédictibilité et la privée. Là, on est en train d'énoncer des lois qui régissent ce qui semblait imprédictible. Voici un autre exemple, dû à Georges Pauliat, les marches aléatoires. Marche aléatoire, ça veut bien dire que ça va être quelque chose d'imprévisible, et pourtant on va faire des prédictions. Voici une marche aléatoire. Vous mettez sur une grille, carrée par exemple, prenez ça comme un modèle de l'espace dans lequel on se déplace, du sol, et puis là c'est vous, au milieu, et vous allez vous déplacer au hasard là-dessus. On appelle ça parfois le problème du marcheur ivre. Marcheur qui est tellement ivre quand il sort de soirée qu'il n'arrive pas à faire 2 pas d'affilée dans la même direction. Il va aller un coup vers le nord, un coup vers le sud, un coup vers l'est, un coup vers l'ouest, de manière complètement aléatoire. À chaque fois, ça fait n'importe quoi. Question, est-ce qu'il va réussir à rentrer chez lui? C'est un problème mathématique, vous voyez. À chaque fois, on se déplace d'un coup dans un sens, on se demande est-ce qu'il va réussir à trouver sa maison qui est là, par exemple. Réponse, oui. Probabilité, 100%. Je ne vous conseille pas de faire l'expérience. On montre que le temps moyen de retour est infini. C'est encore un énoncé mathématique classique. Mais quand même, la probabilité, c'est 1. Ça, c'est le genre d'énoncé qu'on étudie quand on fait des probabilités. Alors, c'est un énoncé subtil. Il dépend en particulier de la géométrie, du fait qu'on soit en 2 dimensions. Si on se plaçait en 3 dimensions, c'est le problème du poisson ivre qui est dans l'océan et qui peut aussi se déplacer vers le haut ou vers le bas pour retrouver son corail favori. Eh bien, il a seulement environ 2 chances sur 3 d'arriver à bon port. Et en dimension 4, ça sera encore moins, et ainsi de suite.
Voilà comment, vous voyez, il y a des énoncés intéressants qui arrivent dans ces questions liées au hasard. Alors, on continue comme ça, vous voyez, peu à peu, au fur et à mesure des époques, on dégage des énoncés de plus en plus subtils, des choses de plus en plus précises. Je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais plus si je l'ai dit, mais c'est quelque chose que je répète sans arrêt, si je ne l'ai pas encore dit, je vais le dire. En mathématiques, c'est comme dans les autres sciences, là, le triptyque de base de la philosophie, c'est 1, on décrit, 2, on comprend, 3, on agit. On commence par comprendre avant d'agir. Et puis des fois, bon, on arrive à agir même si on n'a pas vraiment compris, si on n'a compris que partiellement, et ainsi de suite. Alors, jusqu'ici, on était dans la description et la compréhension. Dans les années 50, arrive vraiment l'action. On va pouvoir commencer à mettre ce hasard à notre service pour effectuer des choses complexes. À travers des algorithmes comme celui-ci, ce qu'on appelle l'algorithme de Métropolis, dans les années 50, où on va explorer un espace inconnu, a priori, en se déplaçant au hasard dans cet espace. Je dis un espace inconnu, mais ça peut être quoi? Imaginez par exemple que vous avez une forme dans un espace de grande dimension, que vous ne connaissez pas bien les contours, et vous voulez aller voir un peu partout comment cette forme elle se comporte. Imaginez que, ça c'est un problème contemporain, important en biologie, vous avez une molécule, vous avez un acide aminé, vous avez une grosse protéine qui est un agencement d'acides aminés, je veux dire, et cette protéine, elle peut avoir plein de formes différentes a priori. Et vous voulez explorer toutes les formes possibles de cette protéine. Comment vous allez faire? C'est monstrueux le nombre de formes possibles que vous pouvez faire avec une protéine qui comporte de nombreux acides aminés. Comment explorer toutes les possibilités? Alors, vous pouvez les explorer exhaustivement, faire la liste et tout, et regarder, mais si vous faites ça, ça va vous prendre peut-être des milliards d'années. Et puis, vous pouvez essayer de l'explorer en explorant une bonne partie, quelque chose de représentatif. C'est pour ce genre de problème que les méthodes d'exploration au hasard vont être extrêmement importantes. La méthode d'exploration qu'on appelle Monte-Carlo Markov Chain, qui a été l'une des révolutions les plus importantes pratiques dans tout ce qui touche au calcul dans les dernières décennies, elle fonctionne en gros comme ceci. Vous avez donc une région à explorer, vous vous mettez à un endroit de la région et vous allez sauter dans un périmètre proche, par exemple vous sautez n'importe où dans le disque bleu, hop, et puis vous regardez si vous êtes toujours dans la région ou si vous n'y êtes pas. Si vous y êtes toujours, vous restez là et vous allez sauter encore à côté, et ainsi de suite. Et puis si vous sortez de la région, vous rejetez cet essai qui est mauvais et vous revenez où vous étiez et vous sautez à nouveau. Et ainsi de suite. Une méthode, si vous voulez, d'exploration, où c'est plus comme tout à l'heure, j'avais la marche aléatoire où je me déplaçais complètement au hasard. Là, ça va être, je me déplace au hasard, mais en fonction de l'environnement où je suis. Et je vais chercher à rester dans les régions qui sont les plus intéressantes à explorer. Sans entrer dans les détails, même si vous trouvez le chien un peu obscur, juste retenir cette idée qu'on va pouvoir se déplacer dans un environnement inconnu en exploitant le hasard, en explorant les choses au hasard, mais sans aller n'importe où, en allant proche en proche, comme si vous aviez une pièce noire à explorer et puis vous tâtonnez et vous allez de proche en proche, vous déplacez de proche en proche. Ce genre de méthode est extrêmement important et utilisé partout. Voici un exemple pratique, un exemple qui va mener à le premier héros de la soirée, ce sont les araignées. Imaginez que vous avez à reconstruire l'arbre généalogique du vivant. Depuis la révolution darwinienne, on a ça en tête, que toutes les espèces sont reliées et font partie d'une sorte de grand arbre, et la représentation de l'arbre, elle a varié considérablement au fur et à mesure que les temps ont passé. Entre l'arbre du vivant tel qu'on se le représentait au siècle dernier et celui qu'on se représente maintenant, il y a vraiment très peu de points communs. Et puis il y a eu plein de surprises, on s'est aperçu par exemple que les champignons c'est pas le plus proche des plantes, c'est plutôt proche des animaux, plein de choses, plein de recombinaisons inattendues. Voilà comment on représente, comme on aime bien représenter maintenant l'arbre du vivant. Vous avez un très beau site qui
s'appelle Tree of Life, sur lequel vous pouvez faire des recherches pour n'importe quelle bestiole. Vous tapez, on vous dit exactement où est-ce qu'il se situe, où est-ce qu'on sait qu'il se situe dans l'arbre, à quoi il est relié. Vous pouvez faire remonter toute son histoire, et ainsi de suite, dans la mesure de ce qu'on sait. Comment les gens reconstruisent des arbres comme ça? C'est pas facile. Vous avez toutes sortes d'êtres vivants. Au début, pour le reconstituer, on se basait par exemple sur l'étude comparée des squelettes et de la morphologie. Et puis des fois, c'est trompeur, vous avez des animaux qui se ressemblent et qui sont en fait pas du tout apparentés du point de vue biologique. Plus tard, on a eu accès, avec des microscopes, on a eu accès à des structures précises, biologiques. Et puis on a pu comme ça faire des arbres précis. Et puis de nos jours, ce qu'on utilise majoritairement, évidemment, c'est le code ADN, qui garde la trace du plan, si l'on veut, du plan de construction. Et on essaie de suivre, à travers les mutations de ce code génétique, la façon dont les êtres vivants sont appareillés les uns aux autres. Et c'est un problème mathématique considérable qui se pose alors à vous. Pourquoi mathématique? Ben oui, on part du principe, quand on regarde les codes génétiques, que des espèces qui ont un code génétique proche, elles sont proches. Ça, c'est naturel. Si vous regardez dans une population d'individus, si vous avez, je sais pas moi, 98 personnes avec les yeux marrons et puis 2 avec les yeux bleus, vous allez supposer naturellement que les 2 personnes avec les yeux bleus sont apparentées. Ça vous demande une mutation en moins. Enfin, ça vous fait juste, au lieu d'avoir 2 mutations séparées pour les yeux bleus, c'est juste une seule mutation que ça va représenter. Eh bien, vous allez faire pareil, mais avec toutes sortes de codes génétiques. Et on va reprendre le code génétique de l'un, de l'autre, d'une troisième espèce, et ainsi de suite, et on va les comparer. Et là, ça devient très compliqué. Voici, comme exemple, un projet monté il y a quelque temps par une équipe de recherche en biologie sur la classification des araignées. Les araignées, il y en a beaucoup, des espèces différentes. 37 500 espèces d'araignées ou quelque chose comme ça. C'est pas mal, hein. C'est pas mal, et regardez comme c'est beau, les différentes variétés d'araignées, toutes sortes de formes. Comment diantre faire pour les placer sur un arbre? Alors, voilà ce que dit l'équipe de recherche. Notre but est de produire une phylogénie robuste de toutes les branches à l'intérieur d'un groupe méga divers, les araignées, en combinant avec une grande quantité de données qu'on va comparer. Hein, on va prendre, par exemple, beaucoup de séquençage génétique de différentes araignées. Ça va vous donner des suites de lettres. A, C, C, G, T, G, G, A, C, C, T, etc. Une, deuxième, une troisième. Par exemple, vous faites ça pour 10 espèces, vous voulez savoir lesquelles sont apparentées ou pas. Vous avez comme ça 10 suites avec beaucoup de A, C, T, T, G, T, A, etc. Comment diantre vous les comparez et vous déterminez lesquelles sont les plus proches? Enfin, vous allez dire, bon, c'est pas très difficile. Ce que je veux, c'est constituer une généalogie. Une généalogie, c'est un arbre. Un arbre qui vous indique quelle espèce descend de laquelle, et ainsi de suite. Je vais regarder tous les arbres possibles, et je vais constater le nombre de mutations génétiques qui correspond à tel ou tel arbre, le nombre de changements dans le code. Et puis on va comparer. Et puis l'arbre qui demandera le moins de changements, on va dire que c'est le plus probable, comme tout à l'heure dans l'exemple des yeux bleus. Hein? Ça paraît un plan raisonnable. Sauf que des arbres, quand vous faites le compte, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, 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 et il explique là dans leur projet, l'équipe de recherche, si on s'intéresse à 500 espèces, ça va correspondre à 10 puissance 1275 arbres. Alors ça, vous regardez avec respect. Hein. Le nombre d'atomes dans l'univers, c'est moins que 10 puissance 100, hein, dans l'univers visible. Ça, c'est un nombre, ça n'existe même pas. C'est simplement aucun moyen de l'imaginer. Alors, évidemment, tant que vous regardiez tous les arbres possibles sur votre ordinateur, le système solaire aura disparu depuis très 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 longtemps, c'est même pas la peine d'y penser, très 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 longtemps. Alors, au lieu de faire ça, au lieu de regarder tous les arbres, qu'est-ce qu'on va faire? On va les explorer au hasard. Et c'est là que, pour ce genre de problème, que toute la connaissance, l'expérience accumulée depuis 300 ans d'études du hasard va servir.
on va sûrement pas rester à la liste de tous les arbres possibles. On va partir d'un arbre, n'importe lequel. On va regarder combien de mutations ça correspond. Et puis on va changer cet arbre au hasard. On va couper une branche et la rabouter ailleurs. On va allonger une branche. On va mettre une espèce ici, on va la mettre là, etc. Et comme ça, vous déplacez au hasard parmi l'ensemble de tous les arbres. Et à chaque fois, vous regardez, est-ce que c'est mieux, c'est-à-dire que ça représente moins de mutations, ou est-ce que c'est pire, et ainsi de suite. Et comme dans le petit exemple que j'avais tout à l'heure, eh bien, si c'est mieux, on va le garder, si c'est pire, on va le rejeter, et ainsi de suite. Et on va se déplacer comme ça, on va, en changeant un peu petit à petit, on va se déplacer comme ça de manière aléatoire dans l'ensemble de tous les arbres possibles. Une exploration aléatoire de tous les arbres mathématiques possibles. C'est comme ça qu'on arrive à gérer une telle complexité. Je vais m'arrêter là pour cet exemple, et vous voyez ainsi comment un problème qui n'a semblé avoir rien à voir avec une quelconque étude mathématique, la classification des araignées, se retrouve lié à un problème mathématique dans lequel les considérations fondamentales jouent un rôle important. Alors, on va passer à mon deuxième exemple, et on va revenir au petit lapin. On va revenir au petit lapin, et puis on va revenir à l'exposé que je vais vous, la conférence, cet exemple, j'ai commencé à le potasser pour des exposés en 2011. Et en 2011, on m'avait passé commande de faire un exposé devant des lycéens. À ce moment-là, c'était juste après la médaille FIS, j'en avais absolument soupé de mes exposés habituels, j'en faisais sans arrêt. J'avais besoin de chercher un nouvel exposé. Et pour me donner une idée, je demande à l'organisatrice qu'est-ce qu'il y a de particulier cette année-là, en 2011, qui pourrait fournir au sujet de l'exposé. Alors, 2011, il s'est avéré que c'était l'année de la forêt. Forêt et mathématiques, on sait faire. En ce moment, à l'Institut Poincaré, on accueille un trimestre thématique qui est précisément là-dessus, sur la gestion, la gestion économique d'un écosystème et les mathématiques appliquées à la gestion d'une forêt. Bon, c'est une possibilité. Alors, 2011, c'était aussi le bicentenaire de la naissance d'Évariste Galois. L'un des 2 ou 3 mathématiciens français le plus légendaire. Galois, vous en avez tous entendu parler un jour ou l'autre, c'est ce jeune homme fougueux qui est mort dans un duel à 20 ans après avoir déclenché une révolution en mathématiques, en particulier en algèbre. Une grande partie de l'algèbre moderne remonte à 2 jeunes gens de cette époque-là. Il y avait Galois, il y avait Abel. Alors ça faisait un bon sujet, évidemment, pour parler aussi d'exposé mathématique. Bon, c'était une possibilité. 2011, c'était l'année où le prix Nobel, c'était l'année de la chimie, et coup de chance, le prix Nobel de chimie, c'était pour une découverte très mathématique. La découverte par Dan Schertmann des quasi-cristaux, qui avait été une façon d'un agencement de certains alliages dans la matière qui ne sont pas des cristaux, c'est-à-dire ils ne sont pas périodiques, mais ils ont quand même une structure très régulière, ici avec une symétrie d'ordre 5. Et il se trouve que ces quasi-cristaux, ils avaient été construits mathématiquement bien avant leur observation dans la vraie nature, et que c'est un domaine qui est fondamentalement lié à des questions mathématiques. Donc ça aussi, ça faisait un bon sujet. Donc là, déjà, j'avais 4 sujets possibles pour faire un exposé il y a 2011, c'est tout à fait possible. Et puis elle me dit, c'est l'année de la chauve-souris. Elle me dit, ah voilà, on va faire un exposé sur la chauve-souris. Je n'avais pas trop en tête ce que j'allais dire, ça sonnait comme un challenge. Et puis, si on croit au dessin du petit lapin, là, avec plein de mathématiques, on va trouver plein de mathématiques aussi dans la chauve-souris. Allez, donc, je me suis lancé, j'ai donné comme titre la mathématique de la chauve-souris, et après, je me suis mis à chercher ce que j'allais bien pouvoir dire dans l'exposé. Bon, et j'ai pas été déçu, il y avait plein de choses à raconter. Alors, on va essayer de comprendre la chauve-souris. La chauve-souris, qu'est-ce que ça a de remarquable? Bon, d'abord, la chauve-souris, ça me fait penser à Batman. Batman, c'est très intéressant. Alors, dans l'avion récemment de retour de Singapour, j'en ai regardé un qui était absolument calamiteux, mais quand vous regardez les bandes dessinées originales de Batman,
c'est des aspects extrêmement intéressants. Et Batman, en tant que super-héros, qu'est-ce qu'il a de particulier qui le rend intéressant? Ouais, il n'a pas de super-pouvoir. Ça, c'est très intéressant. Batman tire tout son pouvoir de la science. Bon, et de l'argent. Convertit de l'argent en technologie, il utilise la technologie pour ce qu'il fait. Mais il est, avec le docteur Manhattan qu'on trouve dans Watchmen, je dirais que c'est l'un des deux super-héros emblématiques de la technologie, de la science et de la technologie, de la science. Et du pouvoir que ça a. Et vous pouvez utiliser ça comme grille de lecture pour certaines aventures de Batman. Les chauves-souris, indépendamment de Batman, ça a beaucoup excité l'imagination des uns et des autres. Regardez ces représentations incroyables. Bon, c'est pas vraiment comme ça, les chauves-souris. Mais quand même, c'est assez remarquable. Regardez la diversité de formes. Les grandes oreilles, avec une forme mathématique intéressante d'ailleurs. Vous avez des chauves-souris qui se nourrissent d'insectes, vous avez des chauves-souris qui se nourrissent de plantes, vous avez des chauves-souris, quelques-unes qui boivent du sang, vous avez des grandes, des petites, toutes sortes. Regardez celle-ci. Elles sont chouettes, celles-là. Alors, vous avez vraiment toutes sortes de variétés de chauves-souris. C'est quelque chose qui a énormément de succès. Au sein des mammifères, on sait qu'on a une variété d'espèces de chauves-souris tout à fait considérable. Parmi les raisons du succès des chauves-souris, ah oui, je devrais dire ça d'abord. Chauve-souris, vous voyez que là, ça ne ressemble pas du tout à l'image des chauves-souris effrayantes comme on a dans les films d'horreur avec des... bon, pas du tout là, pas du tout, c'est très sympathique. Même si vous ne trouvez pas ça sympathique et que vous en fichez complètement, ça peut vous intéresser de savoir que les chauves-souris, c'est un enjeu économique considérable. C'est un article de Science d'avril 2011, l'importance économique des chauves-souris dans l'agriculture, où ça explique que si on supprimait les chauves-souris d'Amérique du Nord, ça coûterait presque 4 milliards de dollars par an. Parce que, évidemment, il faudrait compenser par des insecticides tout ce que les chauves-souris mangent comme insectes nuisibles. Pareil pour les araignées d'ailleurs. Alors sans araignées, là je pense que c'est encore pire. Si vous enlevez les araignées et les chauves-souris, là, les pertes économiques sont monstrueuses. Les chauves-souris, bien sûr, une des raisons pour lesquelles c'est efficace, c'est le vol. Ça, c'est fascinant. Et peut-être plus encore que les oiseaux, parce que les chauves-souris, on se sent proche d'elles. Les premières esquisses pour faire voler l'humanité, c'était à bord d'objets qui reproduisaient les chauves-souris, très clairement. On avait en tête que c'était ça, la solution d'avenir. Finalement, le modèle qu'on a retenu, c'est beaucoup plus proche des oiseaux, genre les oiseaux planeurs. Beaucoup plus stable. Mais les caractéristiques du vol des chauves-souris, on ne sait toujours pas les reproduire. On serait bien content d'avoir des engins volants qui sont aussi réactifs que les chauves-souris. Vous avez déjà vu des chauves-souris qui volent. Ça change de direction extrêmement rapidement, ça vibre, ça tremble et ainsi de suite. Alors, comment on va modéliser les chauves-souris? Je vais, comme on a pris du retard au début, je vais vous passer la petite explication la plus mathématique ici, et passer directement ici, en vous montrant quelque chose de beau, les équations aux dérivées partielles. L'un des outils les plus importants dans l'exploration de l'univers qui nous entoure par l'humanité. Parmi les grands progrès, les progrès gigantesques des dernières décennies, il y a évidemment la montée en puissance des ordinateurs, ça marche bien, et les ordinateurs associés aux domaines mathématiques qui sont en priorité les équations des partielles d'une part, la statistique d'autre part. Alors, ici sont représentées quelques-unes des équations les plus célèbres pour décrire des phénomènes du monde qui nous entoure. Tout là-bas, là-haut en bleu, l'équation de Boltzmann. Équation qui décrit l'évolution du profil statistique d'un gaz de particules, un gaz dilué, qui sont soumis simplement au choc les unes contre les autres. Comme vous savez, même si l'air dans cette pièce a l'air calme, en fait, à chaque instant, vous êtes bombardé de milliards de particules qui vous cognent dessus
et qui chacune ont une trajectoire absolument imprévisible. Mais globalement, vous ne le sentez pas parce que ça se compense. Et vous pouvez vous demander, si je veux calculer, prédire la trajectoire de l'aile autour de l'air, autour d'une aile d'avion, quelle est l'équation qui va me la donner? Eh bien, pour une atmosphère drivée, ça sera celle-ci, l'équation de Boltzmann, qui vous permet de le prédire. Si vous vous fichez complètement de faire voler des avions, alors, avant cette équation-là, j'ai passé longtemps dessus. Hein. Ça, c'était mon directeur de thèse, il m'a présenté l'équation, il m'a dit, d'ici 2-3 ans, quand vous maîtriserez bien l'équation, vous pourrez commencer à aborder le problème de la limite dynamique, etc. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vais pas passer 2 ans avec cette équation-là. Ça paraissait pas possible. Mais j'y ai passé bien 10 ans, finalement. Et c'est un truc important, ça aussi. Comme tout à l'heure, je vous disais, on a peur de se spécialiser. Quand vous vous lancez dans une recherche mathématique, vous vous dites, ah, le sujet, là, c'est beaucoup trop étroit. Je ne vais pas regarder juste cette équation, c'est du délire. Et si, quand vous entrez dans l'équation, vous trouvez que c'est un monde entier, avec une communauté de recherche, avec toutes sortes de phénomènes intéressants derrière. Alors, si l'équation de Boltzmann, quand même, ça ne vous dit rien, là, en dessous, vous avez l'équation de Vlasov. Ça, c'est joli, c'est ça qui décrit le mouvement des étoiles dans les galaxies, par exemple. L'évolution de la densité d'étoiles dans une galaxie au cours du temps. En dessous, là, c'est l'équation de Schrödinger, l'équation de base de la mécanique quantique. Là, on est dans quelque chose de très très grand, hein, quelque chose qui, par exemple, va décrire le nuage d'étoiles dans une galaxie. Là, on a quelque chose de très très petit à l'échelle de l'atome. Et ce sont des équations qui font intervenir des dérivés, comme on dit, des pentes de divers signaux, des taux d'accroissement. Alors, ici, les équations de réaction-diffusion qui jouent un rôle important en morphogénèse, par exemple, si vous voulez comprendre comment apparaissent les taches des animaux sur le pelage. Par quel phénomène vous avez apparition de figures géométriques sur vos taches. Ou encore, on essaie de comprendre, d'utiliser des équations un peu de ce genre-là pour comprendre comment, par exemple, quand le cerveau se forme, il y a toutes sortes de circonvolutions qui apparaissent, des patterns géométriques complètement non triviaux. Là aussi, il y a des équations dérivées partielles derrière. Ici, ça, c'est les équations de Navier-Stokes. Les équations fondamentales de la mécanique des fluides, qui sont une variante compliquée de celle-ci, l'équation de Euler. La première équation utilisée pour comprendre le fluide en mouvement, 1755. Une équation vénérable et redoutable. Ce genre d'équation, tous les jours, est simulé sur des ordinateurs plus que respectables pour prévoir la météo. Si vous allez visiter le site dans le centre de Météo France à Toulouse, par exemple, ils vous expliqueront que le cœur de leur activité, c'est une sorte de grande hymne à la gloire des équations de Navier-Stokes, et que tout le problème, c'est de calculer aussi précisément que possible les solutions de ces équations mathématiques pour comprendre comment vont évoluer les champs de vitesse et de température dans l'atmosphère. Alors, si on veut comprendre le vol de la chauve-souris, il faut passer par là. Il faut passer par des équations qui vont nous dire comment, qu'est-ce qui se passe, les mouvements d'air autour de la chauve-souris, et ainsi de suite. Et on va tout naturellement s'intéresser au mouvement des fluides. Les fluides, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est au XVIIIe siècle qu'on s'y met, et les pionniers sont des Suisses, Bernoulli et Euler. En France, c'était d'Alembert à la même époque. Alors, l'équation d'Euler, la voici, 1755. Ah oui, là, du fait d'un problème de contraste, vous ne la voyez pas trop bien. C'est pas grave. Hein. Là, on la voyait mieux auparavant. C'est celle qui est là. C'est joli, mais c'est vraiment redoutable. Alors, cette équation, c'était un progrès considérable. Pour la première fois, on va représenter l'évolution d'un fluide et pouvoir prédire ce qui va se passer de manière quantitative. Le fluide considéré par Euler, il était incompressible, il ne change pas de densité, et non visqueux. Pas de frottement interne, si vous voulez, un fluide parfait. Bon, c'était bien, c'était un progrès considérable. Alors, à la même époque, quand même, pas de souci,
D'Alembert remarque que la théorie développée avec toute la rigueur possible donne au moins dans plusieurs cas une résistance nulle, paradoxe singulier que je laisse les géomètres futurs résoudre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Si on applique cette équation de l'air, incompressible non visqueuse, quand on va par exemple se déplacer dans une piscine, on ne sentira aucune résistance de la part de l'eau. Ça c'est bizarre. Ça c'est contraire à l'expérience. Et il y a cette anecdote qu'on raconte, qui n'est peut-être pas vraie, mais qui illustre bien le problème devant lequel on était, selon lequel à cette époque-là, l'Académie des sciences aurait mis à concours la question « Comment les oiseaux volent-ils? Pourquoi les oiseaux volent-ils? Comment ils font hein ?» Et la seule démonstration rigoureuse était celle d'Alembert qui prouvait, par un raisonnement impeccable, que les oiseaux ne pouvaient pas voler. On était embêtés. La solution du problème, elle est venue avec les équations de Navier-Stokes. Si, avec les équations de l'air, il est impossible d'avoir une force qui s'exerce, une réaction qui est exercée par un fluide, avec les équations de Navier-Stokes, ça devient possible. En particulier, le raisonnement dans l'équation de l'air, il s'applique que si on n'a pas de tourbillon dans le fluide. Et les tourbillons, quand vous n'avez pas de viscosité, spontanément, ils ne se créent pas. Alors que quand vous avez de la viscosité, ils vont se créer. Et ainsi, le paradoxe va être résolu. Les équations de Navier-Stokes, c'était un progrès considérable, et c'est encore nos jours la base, l'équation de base de mécanique des fluides. Avec Navier-Stokes, on est dans les milieu du 19e siècle. C'était bien. Mais avant qu'on puisse vraiment donner toute la pleine mesure de l'étude de ces équations, il a fallu attendre un siècle. Et la naissance des ordinateurs. Les ordinateurs, le gros progrès technologique scientifique du XXe siècle, celui qui va amplifier tous les autres, parce que l'ordinateur, c'est une machine à multiplier de manière considérable n'importe quel problème mathématique, n'importe quel algorithme. Ici, je vous ai présenté les 3 pères fondateurs des ordinateurs. Je ne sais pas si vous les reconnaissez. Ouais. Turing à droite, oui, très bien. C'était le centenaire de la naissance de Turing l'an dernier. C'est le centenaire de la naissance de Turing. Il y avait un film qui est sorti, Codebreaker, ça s'appelle, qui parle un peu de la vie de Turing et qui insiste en particulier sur sa fin tragique. Comme on sait, après avoir joué un rôle décisif dans la victoire des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est très possible que sans Turing, l'histoire aurait été complètement différente. Il a été condamné pour homosexualité, condamné à un traitement hormonal terrible et il s'est suicidé. Bon. Une histoire terrible. Et celui des 3 qui était le plus proche, le plus influent dans la conception des ordinateurs, c'était Turing. Ici, John von Neumann, c'est votre mathématicien légendaire. Ici, Claude Shannon, le père de la théorie de l'information. On se sert de cette théorie tous les jours, littéralement, sauf si vous n'avez pas de téléphone portable, pas de téléphone tout court, pas d'ordinateur. Sauf dans ce cas-là, vous vous servez sans arrêt de la théorie de l'information. Donc, avec les ordinateurs, là, maintenant, c'est parti. Et on peut simuler les équations, les solutions des équations de mécanique des fluides de manière importante. On peut comprendre ce qui se passe autour des ailes d'une chauve-souris. Regardez le programme de recherche affiché par cette équipe qui travaille à l'université Brown. L'été dernier. Notre équipe de recherche multidisciplinaire consiste surtout de chercheurs qui viennent de la biologie, de l'ingénierie, avec des collaborations avec des chercheurs en informatique et en mathématiques appliquées, tous travaillant pour caractériser les capacités de vol extraordinaires et des chauves-souris et comprendre le rôle des os de la chauve-souris, la morphologie de la peau, le mouvement des ailes, ce que ça fait pour permettre ce comportement. Modéliser ces mécanismes et à la fin les reconstituer, les simuler dans des systèmes d'ingénierie. Vous voyez ici, encore une fois, toujours la même chose. Dans un premier temps, on décrit. On trouve un modèle pour représenter, par exemple, les actions des os des uns par rapport aux autres, pour
représenter les mouvements de l'air autour de la chauve-souris. Dans un deuxième temps, on comprend ce qui se passe et puis après on agit. On reproduit dans un système animé. Donc voilà tout ce qu'il peut y avoir de mathématiques dans une chauve-souris. Important, ici ce que je vous montre, c'est le programme de recherche d'une équipe pluridisciplinaire. Souvent, dans la plupart des projets, vous avez les projets contemporains, vous avez une petite dose de mathématiques. Petite dose, petite mais vitale. C'est jamais une équipe qui est mathématique toute seule. Il faut toujours un petit peu de mathématiques, en collaboration avec d'autres sciences comme informatique, physique, biologie. Alors voilà pour le mouvement des ailes. Et puis, la chauve-souris, c'est encore mieux que ça, parce que, évidemment, si c'est si efficace, c'est aussi grâce à sa capacité de détecter les proies par écholocation. Alors, c'est le dernier point que je vais aborder, et là, c'est remarquable, ce que ça fait, les chauves-souris en écholocation, c'est absolument extraordinaire. C'est quoi l'écholocation ? La chauve-souris, elle veut explorer son environnement, et elle a trouvé ce système selon lequel, beaucoup de chauves-souris le font, en envoyant des sons, en émettant des sons, et en étudiant l'écho, elle arrive à déduire des informations importantes sur l'environnement. L'écholocation, ça a été développé par un certain nombre d'espèces vivantes. Les chauves-souris le font, les dauphins le font, certaines espèces d'oiseaux le font. Puis je rappelle, pour les amateurs de bande dessinée, que c'est un personnage classique du folklore japonais qu'on retrouve dans des mangas, dans des films, le personnage mythique du samouraï aveugle, qui serait censé se diriger uniquement à l'ouïe avec une précision invraisemblable. Zatoichi, c'est un personnage de fiction, mais il existe des êtres humains qui apprennent à développer l'écholocation. On les appelle parfois des chauves-souris humaines. Et ils arrivent avec des petits sons qu'ils émettent avec la langue, puis ils analysent l'écho, ils arrivent à, comme ça, à déterminer leur environnement. Est-ce qu'il y a un mur, comment marcher, et ainsi de suite. Ici, vous avez la photographie de l'une de ces chauves-souris humaines. Donc, c'est un bel exemple de plasticité neuronale. Donc, à chaque fois, le principe est le même. On va émettre une onde, et puis on va étudier l'écho. Comme ici, vous émettez une onde, vous étudiez l'écho. Alors, les équations, elles peuvent varier. Un coup, ça va être une onde électromagnétique, un coup, ça va être une onde fluide, une onde de pression. Et parmi les ondes en particulier, il y a le son. Le son, c'est un signal qui se propage. L'équation du son, la voici, un signal qui se propage sans atténuation, qui se propage pareil à lui-même, et qui est fait de petites variations infimes de pression. Ça, c'est le son. Des petites variations de la pression atmosphérique qui vont se propager. Alors, si on veut comprendre les chauves-souris, il faut comprendre le son. Voici un son pur, comme on dit. Mathématiquement parlant, c'est une sinusoïde. Il y a deux caractéristiques qui sont importantes. L'une, c'est l'écartement entre les vagues. Plus c'est écarté, plus c'est grave, plus c'est rapproché, plus c'est aigu. Et la deuxième caractéristique, c'est l'amplitude, correspondant à la force du signal. Plus il y a d'amplitude, plus c'est fort. Alors après, c'est à partir de... C'est un problème mathématique précisément que d'étudier ces fréquences, d'étudier la musique, de construire la musique à partir de ça. Si vous arrivez à caser 440 de ces crêtes dans une seconde, eh bien c'est un signal qu'on identifiera comme étant un La. Le La, 440 Hz. Petite variation de pression atmosphérique, telle qu'il y a 440 variations par seconde. Si vous en mettez 2 fois plus, 880 variations par seconde, eh bien on entendra encore un La, mais l'octave au-dessus. Si en revanche vous en mettez 2 fois moins, 220 variations par seconde, vous l'identifierez comme un La de l'octave en dessous. Et ainsi de suite. Si au lieu de vous passer de 440, si vous multipliez par 3,5, 660 Hz, eh bien ça, vous l'identifierez comme étant la quinte, le Mi, et ainsi de suite. Toute la gamme est constituée comme ça avec de tels rapports de fréquence. Voilà comment on peut mettre en mathématiques, quantifier des questions musicales.
premier qui analyse ce genre de signaux de manière systématique, c'est lui, Fourier. À la fois un excellent politique et un excellent mathématicien. Un copain de Napoléon, enfin, oui, plus ou moins. En 1822, il écrit son traité majeur, la théorie analytique de la chaleur. Pour la première fois, on met en équation les échanges de chaleur dans les solides. Chaud, froid, comment ça refroidit, et ainsi de suite. Et dedans, il développe une idée révolutionnaire, avec des conséquences considérables, l'idée que chaque fois que vous avez un signal, qui varie un peu n'importe comment, qui est périodique, vous allez pouvoir le décomposer en une somme de sinus et de cosinus. Je vous rappelle que quand vous avez un angle, le sinus c'est la projection du rayon correspondant sur l'axe vertical, le cosinus c'est la projection sur l'axe horizontal. Donc ce sont des fonctions extrêmement simples. Voici différents sinus. Voici un exemple. Là, je vous ai montré là, je vous montre un signal qui a l'air un peu n'importe comment. Mais en fait, j'ai obtenu comme une somme de 4 fonctions sinus. En ajoutant des sinus plus ou moins écartés, on arrive à reconstruire des signaux qui sont un peu n'importe comment. De la même façon qu'en combinant des lettres appartenant à un alphabet simple, on arrive à faire des mots qui sont compliqués. Et dans la théorie de Fourier, c'est ça. Vous prenez n'importe quelle fonction, vous pouvez l'écrire comme une combinaison de sinus, de cosinus. 3 principes fondamentaux dans l'analyse de Fourier. Donc le premier, celui que je vous ai dit, tout signal se décompose en sinus, cosinus, différentes fréquences avec différents poids. Le deuxième, plus le signal est lisse, moins les hautes fréquences comptent. Un signal qui varie bien gentiment, c'est un signal dans lequel il n'y a pas trop de hautes fréquences. Un signal très irrégulier, c'est un signal dans lequel il y a beaucoup d'autres fréquences. Et puis le troisième, un signal ne peut être bien localisé à la fois en temps et en fréquence. Et ça, on va l'appeler le principe d'incertitude et on va s'attarder là-dessus. Le principe d'incertitude, ça vous évoque quoi? La mécanique quantique, qui vous dit qu'une particule élémentaire, on ne peut pas à la fois lui trouver une position et une vitesse bien déterminées. On a l'habitude de penser que ce principe est quelque chose qui est fondamentalement quantique. Mais non, il y a aussi une version classique, et c'est exactement ça. Un signal, vous ne pouvez pas lui attribuer à la fois une date précise et une fréquence précise. J'explique. Supposez que vous ayez un signal qui soit une fréquence précise, un signal pur, un La. Ça veut dire 440 Hz, ça veut dire un signal qui se répète. Mais vous ne pouvez pas dire quand est-ce qu'il commence exactement. C'est un signal qui va durer dans le temps. En revanche, un signal très bref, ça va être un signal qui ne sera pas pur. Il sera constitué par beaucoup de sinus différents, superposés. Vous ne pouvez pas avoir à la fois quelque chose de précis en fréquence et de précis en temps, de resserrer dans le temps. Ça, c'est le principe d'incertitude. Et ça peut paraître quelque chose d'abstrait, mais la chauve-souris, tous les jours, pour vivre, elle doit se battre contre ce principe d'incertitude. Pourquoi? On va expliquer ça. Alors, ça c'est une représentation pour comprendre la suite. Les façons de représenter le son dans lesquelles ici c'est une parole humaine qui est analysée, on le représente comme une superposition de différentes fréquences, aigu, grave, et ainsi de suite. Et voilà l'analyse en son des chansons des chauves-souris. Les chauves-souris, alors s'il y a un truc à retenir sur les chauves-souris aujourd'hui, c'est que quand elles émettent leurs petits cris, elles chantent. Ici, ça monte, ça devient plus aigu, il y a un plateau, et puis ça redescend. Ici, c'est un peu aigu, puis ça redescend. Ici, ça descend sans arrêt, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et ainsi de suite. Et chaque espèce de chauve-souris, en gros, a sa façon de chanter. Pourquoi le chauve-souris chante au lieu de bêtement envoyer des petits sons? Tac, 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 quelque chose comme ça. Pourquoi la chauve-souris chante? C'est ça qu'on va expliquer. Alors, vous êtes la chauve-souris, vous avez faim, et une proie près de vous. Il faut l'attraper. Pour l'attraper, il faut mesurer la position de la proie et sa vitesse. Parce que si vous savez bien quelle est la position, mais que vous ne savez pas quelle est la vitesse, le temps que vous y arriviez, il sera parti. Alors, il vous
faut mesurer la position et la vitesse. Pour mesurer la position, comment on fait? Si j'ai un mur là en face de moi, que je veux à partir d'écho mesurer la distance à laquelle se trouve ce mur, c'est facile, j'ai mis un son, genre je claque des doigts, et je vois combien de temps ça met pour revenir. Comme je connais la vitesse du son, j'arrive facilement à déterminer la distance du mur. Pour que ça marche bien, ça, il me faut un signal bref. Si jamais je chante, je ne vais pas me risquer à le faire, si jamais je chante de manière continue, le signal qui va revenir, je n'arriverai pas à dire quel est le décalage entre les deux, parce que je ne connaîtrai pas le début ou la fin. Donc, il me faut un signal bref pour mesurer la position. Mais ça ne me dit absolument rien sur la vitesse. Si le mur s'écarte, je fais comme ça, j'aurai aucune information sur la vitesse du mur. Alors, pour mesurer la vitesse, il y a une autre astuce. On utilise ce qu'on appelle l'effet Doppler. L'effet Doppler, c'est cet effet qui fait que quand vous vous promenez, qu'il y a une ambulance qui passe près de vous, elle change de note juste quand elle passe près de vous. Ça fait genre quelque chose comme ça. Et évidemment, c'est pas pour vous saluer que l'ambulance change de signal, c'est parce que le mouvement relatif de l'ambulance par rapport à vous a changé. Avant, elle se rapprochait de vous, après, elle s'éloigne. Et imaginez que le mur se rapproche de moi. Je chante. Là, pour le coup, je chante de manière continue. J'envoie des impulsions, elles sont séparées régulièrement. Le mur se rapproche, il va donc me le renvoyer, mais il va me les renvoyer plus vite que je ne les ai envoyés. Parce que entre deux crêtes, il aura fait un petit chemin vers moi, et donc il va renvoyer la deuxième crête plus vite que ça n'aurait été s'il était resté stable. Donc le son qui va me revenir, si le mur vient vers moi, il sera plus aigu que le son que j'ai envoyé. Et en revanche, si le mur s'écarte, le son sera plus grave. Voilà qualitativement comment l'idée pour mesurer les vitesses. Et là, vous voyez que vous êtes embêté. Si vous voulez mesurer la position de la proie, il vous faut un signal bien localisé en temps, un signal bref. Mais si vous voulez mesurer la vitesse, il vous faut émettre une note. Il faut un signal qui soit bien localisé en fréquence. Et vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. Alors il faut choisir et trouver un compromis. Le compromis, c'est la raison d'être de la petite chanson brève. Quelque chose de bref, mais quelque chose dans lequel il y a beaucoup de fréquences. Et par l'analyse de la façon dont toutes ces fréquences vont revenir, globalement, la chauve-souris va pouvoir reconstituer un mélange de la position et de la vitesse. Et en fonction de la phase d'approche, elle aura surtout besoin de se concentrer sur la position ou sur la vitesse, ou sur les deux, et sa chanson va se moduler, sa chanson va varier précisément au cours de cette phase. Voici un enregistrement de chauve-souris qui s'approche d'une proie. Remarquez qu'au début, les signaux sont riches, et puis à la fin, les signaux sont beaucoup plus brefs. Là, quand elle est tout près, elle se concentre tant qu'elle peut sur la position, avec des signaux très brefs. Tandis qu'avant, c'est quelque chose qui va beaucoup plus dans tous les sens. On va voir comment ça fonctionne. Voilà, ici vous avez pour un exemple de chauve-souris, la petite chanson qu'elle fait. On voit bien qu'il y a différentes fréquences qui sont représentées. Ça, c'est la chanson de la chauve-souris. Et puis, à côté, vous avez l'écho, tel que mesuré par l'appareil de mesure, qui est dû à toutes les réverbérations sur les murs. Parce qu'évidemment, la chauve-souris, elle enregistre l'écho qui est fait par la proie, mais aussi tous les échos faits par les murs. Et c'est remarquable, rien qu'en analysant ça, elle arrive à la fois à ne pas se cogner au mur, ni aux arbres, mais à trouver la proie, elle distingue la proie de ce qui n'est pas la proie, et ainsi de suite. Et comme ça, c'est efficace, hein. Une chauve-souris, ça vous mange une dizaine d'insectes à la minute, ou quelque chose comme ça, très efficace. Voici le genre de trajectoire d'une chauve-souris. Alors, je vais vous montrer dans quelques instants un petit film qui vous montre comment la trajectoire d'une chauve-souris. Je termine en vous disant que simuler une chauve-souris avec tout ce que je vous ai dit, on ne sait toujours pas faire, il y a des gens qui travaillent là-dessus. À vous dire aussi que, du point de vue du traitement du signal, le cerveau de la chauve-souris fait un travail remarquable, proche de la limite théorique. Une branche mathématique qui s'appelle le traitement du signal, la théorie de la communication, et on peut mesurer quelle est l'efficacité de la chauve-souris à extraire l'information de l'écho, et on voit qu'elle extrait quasiment toute l'information de l'écho. Si on voulait faire un ordinateur qui analyse le signal, essentiellement on ferait pas mieux que la chauve-souris. Et la chauve-souris, elle fait ça dans une toute petite cervelle. Et puis, ces méthodes-là, elles sont mises en place par la chauve-souris, par l'évolution naturelle, elles sont remarquables. Elles ont été redécouvertes par les mathématiciens dans un épisode célèbre de l'histoire
des sciences. Raconté par Yves Meyer, qui a reçu la médaille Gauss en même temps que je recevais la médaille Fields à Hyderabad. Et il nous parle de la découverte des ondelettes. Les ondelettes, c'est justement ce qui a succédé à l'analyse de Fourier, une technique mathématique dans laquelle on fait une analyse à la fois en position et en fréquence. Alors, je vais vous lire le petit texte, et là je suis un peu arrêté parce que, alors que jusqu'à présent ça a été impeccable en termes de visualisation, là, eh ben, là il nous coupe juste une ligne là en bas. Ah, c'était presque parfait. Pardon ? Il faut faire moins là-haut. Ouh là 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 là. Là, comme ça, bien joué. Ok. Moins. Voilà. Bien joué. On applaudit. Alors, Goupillot suggéra d'envoyer dans le sous-sol une vibration courte et modulée en fréquence. Mais là, vous vous souvenez, courte et modulée en fréquence, ça veut dire une chanson courte, c'est pas la chauve-souris. Au lieu de faire exploser des charges, l'énergie dépensée et les dégâts occasionnés sont alors réduits. Ça parle d'un texte qui parle de gens qui sont occupés à détecter du pétrole sous la terre. Ben, comment on fait pour détecter le pétrole? On ne va pas tout creuser, on regarde comment ça réagit par rapport aux signaux qu'on envoie, on analyse les échos. Ce même principe est utilisé par le sonar de la chauve-souris, la vibrosismique était née. Les physiciens durent s'effacer devant les spécialistes du traitement du signal, ces derniers élaborèrent des logiciels informatiques qui, en un sens, imitent le fonctionnement du cerveau de la chauve-souris. Voilà. C'est beau ça. Alors, on est arrivé à la fin de l'exposé. Je mentionne que pour travailler cet exposé, j'ai discuté avec des mathématiciens, biologistes issus de différentes équipes, y compris de gens qui travaillent dans l'industrie comme chez Thales, sur les radars, l'école supérieure de Lyon, mon collègue physicien Patrick Flandrin, et puis des spécialistes de biologie. Et puis, je vais terminer en vous montrant les petits films que je vous avais promis. Alors, ici, chauve-souris exposée. Oups. Film chauve-souris. Voilà. Alors, ah oui, pas de son. Je comprends. Ah, c'est là. Bon. Chaque fois que vous voyez un petit petit rond qui sort là, ça veut dire que la chauve-souris émet un petit son. Ça, c'est la proie que vous voyez en rouge. Et là, vous voyez que la chauve-souris est en train d'aller se jeter sur la proie. Dans ce petit film, la chauve-souris va courir après 2 lièvres à la fois, si on ose dire. Et on va la voir s'occuper d'une proie plus de l'autre. Regardez, elles font toujours comme ça, les chauves-souris. On a l'impression qu'elles loupent le coche, mais elles continuent, elles passent et elles continuent à analyser les informations. Et après, une fois qu'elles sont sûres de leur coup, eh bien, elles se précipitent. Alors, vous voyez, elles font ce type de vol particulier, genre en spirale. Et hop, voilà. En voilà une et puis l'autre va suivre. Voici une chauve-souris repérant une proie à travers au milieu d'obstacles immobiles. Pareil, on a l'impression qu'elle s'écarte, qu'elle fait fausse route. Et puis voilà. Et tout se resserre. Et là, voilà. Et puis ici, on va voir la chauve-souris détecter une proie qui pensait échapper en restant immobile. Mais la chauve-souris arrive quand même à distinguer la proie immobile des obstacles immobiles, en jouant sur la texture, en repérant la texture. Et voilà. Voilà. Ainsi va le monde. Ok.
Je vous remercie. Merci beaucoup. Chef. Ouais. Oui, alors comme on a pris pas mal de temps, on va faire quelques questions quand même, mais pendant une dizaine de minutes, si ça vous convient. Très bien. Voilà. Alors, est-ce que quelqu'un a une question? Levez la main, et je t'en prie. Pour parler dans un micro, repensez à ce que le maire a dit. Bonsoir, merci pour félicitations pour votre. J'avais juste une toute petite question sur les petits films qu'on vient de voir. Je voulais savoir l'échelle de temps. Ça a été ralenti à peu près 10 fois. Quelque chose comme ça, oui. Alors, ça dure quelques secondes, l'ensemble. L'ensemble dure genre 3 secondes, quelque chose comme ça. Donc en fait. Un peu moins, c'est ralenti un peu. C'est quand même pas 10 fois. Là, je pense que c'est genre. Voilà. Ici on voit. On voyait un compteur. Ici il y a un compteur, voilà. On ne voit plus. Si, il est un peu, il est dur à voir, mais là. Donc là, on est parti de -3, là, on est à -2, -1. Donc l'ensemble dure 3-4 secondes, quoi. Une autre question? Merci pour votre exposé, Stéphane. J'ai assisté à 2-3, à chaque fois c'est différent, c'est bien, c'est comme au cinéma. Ma question c'était sur les protéines, et sur le fait que les gènes sont très peu explicatifs de la richesse de la vie, puisqu'il n'y a que 30 000 gènes codants, et qui codent donc 30 000 protéines, et dans le vivant il y a 250 000 protéines. Et que les protéines sont faites de à peu près 50 à 500 acides aminés. Donc il y a 10 puissance 500, enfin en simplifiant, 10 puissance 500 protéines différentes. Et en réalité, il n'y en a que 250 000 qui sont du vivant. Et là, votre exposé sur la marche au hasard, vous voyez où on commence à découper l'ADN, on le recompose. C'est quelque chose de très intéressant. Mais enfin, quand même, pour passer de 10 puissance 500 protéines possibles et qui sont parfaitement inefficaces, et arriver à trouver les 250 000 qui, elles, sont efficaces et qui composent le vivant aujourd'hui, je ne sais pas si jamais vraiment la marche au hasard est capable de donner une réponse. Le problème est très délicat. Parce qu'on ne sait pas encore bien, on ne comprend pas encore bien. Pour autant, je vous dis ça vu de l'extérieur de ce que l'on comprend, de ce que disent les biologistes, on ne sait pas bien qu'est-ce qui fait qu'une protéine marche ou pas. Et effectivement, c'est infime le nombre de protéines utilisées par rapport au nombre de protéines possibles. Il n'y a pas longtemps, mon confrère mathématicien de l'ENS Lyon, Étienne Gis, suggérait que une telle sélection pouvait se faire par le fait que les protéines utilisées sont celles qui ont des configurations d'équilibre plutôt en petit nombre, voire en nombre voire unique. J'explique. Si vous prenez une protéine un peu au hasard, savoir quelle configuration elle va adopter au repos, c'est un problème monstrueux. Il faut regarder parmi toutes les configurations, qu'est-ce qui va être l'énergie minimale. Mais même, il se peut qu'il y ait des minima locaux, quoi. Qu'à un moment, une configuration soit un minimum d'énergie par rapport à toutes les petites déformations, mais que si je la déforme beaucoup, il y en aura encore une autre, et ainsi de suite. Bon. Et on pourrait se dire que si une protéine apparaît avec beaucoup de minima locaux, beaucoup de formes différentes,
elle ne va pas être intéressante, parce qu'elle pourrait venir dans plein de formes et ça serait complètement hors contrôle. Et que donc les protéines intéressantes sont celles qui spontanément se présentent avec un très petit nombre de formes d'équilibre. Ça, c'était une suggestion d'Étienne Gis. Il en discutait avec des biologistes qui disaient à la fois que c'était pas idiot, mais qu'on était loin d'arriver à une telle compréhension. Donc là, il reste beaucoup à faire. De manière générale, on est extrêmement mauvais. Là, pour le coup, j'avais l'occasion d'en discuter avec un prix Nobel un prix Nobel spécialiste de ces questions-là il n'y a pas longtemps. Extrêmement mauvais pour reconstituer à partir de la séquence ADN la fonction de la protéine. Ça, on ne sait pas en faire. C'est pour ça que quand on compare les gens, par exemple, quand on compare les ADN d'individus différents en disant que à 98% c'est le même ou quelque chose comme ça, ben, ça ne veut rien dire. Parce qu'on compare 98% du code de AC, GTGA, etc. Mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est les fonctions. On ne sait pas faire la liaison entre le code et les fonctions. Merci. D'autres questions? Votre conférence était passionnante et je vous en remercie. J'ai regardé votre curriculum vitae avant de venir. Il est sur votre site. Il est long de 19 pages. Le mien ferait moins de 10 lignes. Et je voulais savoir, vous avez de multiples activités. Avez-vous encore le temps de mener vos propres recherches? Avant la médaille Fields, ça allait. Après la médaille Fields, c'était dur. Après le livre, c'est devenu impossible. Le bouquin, alors c'est plutôt consigne, hein, quand vous écrivez un bouquin, tout le monde vous invite. Ça montre qu'il y a un respect du bouquin. Mais là, depuis la rentrée de septembre, c'est zéro. Absolument zéro. Alors, je vais m'organiser, évidemment, pour retrouver du temps de recherche. Mais ça va demander quelques petites modifications d'habitude, et en particulier de sabrer dans le vif des invitations. Je crois que j'ai une centaine d'invitations en suspens, quelque chose comme ça, pour des conférences publiques. Bonsoir. Je suis là. Pardon. Je vais me mettre debout. Ah, c'est qui... Ah oui, d'accord. Merci beaucoup en tout cas pour la conférence, c'était très bien. Je voulais juste savoir s'il était possible de nous présenter très très rapidement ce qui vous a valu exactement cette médaille Fields. Et non seulement l'aspect mathématique, mais aussi est-ce qu'il pourrait y avoir des applications directes ou indirectes de cette avancée que vous avez faite, que ce soit maintenant ou dans 150 ans, si vous avez l'imagination comme ce que vous dites tout à l'heure. Ouais. Alors, la médaille Fields, c'est attribué, dans la citation, c'est attribué pour une découverte particulière. Dans mon cas, c'était 2. Mais c'est pas du tout plus méritoire pour autant. La plus forte, sans doute en tout cas la plus impressionnante des médailles Fields dans notre année, c'était celle de Ngo, avec un truc complètement monstrueux. D'ailleurs, j'ai aucune idée de quoi il est question dans le truc de Ngo. C'est pas du tout mon domaine. Alors, cependant, en pratique, la médaille Fields, c'est un mix entre l'ensemble de l'œuvre et ces trucs-là en particulier, du fait de la procédure. Il y a d'abord une sélection qui s'effectue sur l'ensemble de l'œuvre, présélection, et puis ensuite on regarde les accomplissements les plus importants. Donc, en particulier, même si mes recherches sur le transport optimal, les liens entre la géométrie, certains problèmes de minimisation ne sont pas dans la citation de la médaille Fields, ça a joué un rôle dans le fait que j'ai pu être sélectionné. Alors, les découvertes qui ont été indiquées dans la citation, il y en a une qui concerne l'étude de l'augmentation de l'entropie, l'augmentation du désordre dans l'équation de Boltzmann. Et les premières études quantitatives de cet effet d'augmentation de l'entropie sous certaines hypothèses de régularité des solutions. Donc, en tout cas, un progrès important sur cette étude d'augmentation de l'entropie. Et puis la deuxième découverte, c'était
une étude de l'amortissement Landau, c'est comme ça que ça s'appelle, un phénomène par lequel un plasma, c'est une soupe d'électrons, qui est au repos et à laquelle on fait subir une pichenette, va spontanément revenir dans un état de repos apparent. Le champ de force va tendre vers zéro. Et l'explication de ce phénomène dans un contexte non linéaire, sur de très grands temps, alors que traditionnellement, il était uniquement considéré dans une approximation linéarisée. C'est une démonstration très complexe, et la première étude d'un phénomène de relaxation vers l'équilibre non linéaire, confiné, dans lequel l'entropie reste constante, alors que précisément le paradigme habituel, c'est l'entropie qui augmente. Voilà, ce sont les deux. Donc vous voyez, il s'agit de propriétés qualitatives des gaz et des plasmas. Je pense que, de manière générale, ce sujet, l'étude qualitative des gaz et des plasmas, n'a pas fini de connaître des applications. Même si, pour aller au-delà de ce qu'on sait faire maintenant, il faudra combiner des avancées théoriques ou des regards théoriques, comme le mien peut-être, celui de mes collaborateurs en même temps. Dans un cas, Laurent Desvillets, dans le cas, Clément Mouot étaient les plus importants, et des questions, des avancées technologiques, des avancées liées à la simulation informatique, et ainsi de suite. Ce sont des sujets vraiment fascinants. Bonsoir. J'ai bien aimé votre exposé. Et ce serait pour savoir si, à propos de l'homme chauve-souris, ce qui arrive à faire comme une chauve-souris, c'est à la naissance ou bien il l'acquiert? Alors, dans le cas de celui que j'ai présenté, c'est quelqu'un qui est devenu aveugle très jeune, mais pas à la naissance. Et je ne saurais pas répondre. Pour le coup, une petite recherche internet pourra donner des indications. En l'occurrence, c'était quelqu'un qui était devenu aveugle au bout de quelques années et qui avait eu le temps de développer cette faculté. Merci. Alors, on va faire juste une dernière question. Voilà, désolé. Oui, alors ma question, c'est une question, une remarque, qui est sur un tout autre registre, parce que les mathématiques, c'est l'ancienne, j'ai appris au lycée, et c'est très loin. Tout d'abord, je voudrais dire que j'ai beaucoup aimé votre roman, et je pense que beaucoup comme moi, qui ne sont pas du tout familiers avec les mathématiques, peuvent le lire et trouver un plaisir en voyant comment vous travaillez les mathématiciens. Mais justement, je voulais quand même vous poser une question sur ce métier de mathématicien qui vient en tête et qui a une organisation quand même très particulière, parce que il y a quelque chose qui intrigue de postuler que la reconnaître d'excellence doit se faire avant 40 ans. Alors, il n'y a pas un autre métier scientifique qui obéit à cette règle, puisque je crois que cette année, le prix Nobel en physique, il était décerné à 2 personnes qui avaient toutes les deux, je crois, 68 ans. Et donc, c'est pas tant la justification, on peut analyser aussi les présupposés de la justification qui est donnée et les conséquences de cela. Parce que vous, actuellement, vous ne pouvez pas continuer la recherche, mais peut-être que beaucoup d'autres bénéfices ne continuent pas à créer non plus, et donc il y aura des conséquences peut-être sur la création mathématique. Alors, première remarque, merci pour les commentaires sur le roman. Pour les autres, il n'y a pas de dessous de table, je n'ai pas payé les gens dans l'audience pour faire de la publicité. Ensuite, 40 ans, les gens accordent trop d'importance, à l'extérieur accordent trop d'importance à ce 40 ans en pensant que c'est la marque d'une... Souvent les gens pensent que c'est la marque du fait qu'après 40 ans, on est fichu.
C'est pas ça que ça veut dire. La limite à 40 ans, elle est instaurée comme un garde-fou qui impose que c'est attribué à des jeunes, par définition. Ça a une fonction d'encouragement. Les mathématiciens, ils aiment bien ce genre de règles. Par exemple, Bourbaki, la société secrète de mathématiciens qui a joué un rôle important en mathématiques en France, c'est démission à 50 ans. Point. Les professeurs, les enseignants de l'école normale supérieure, ils ont le droit de rester 10 ans. Point. Au bout de 10 ans, on les vire et on prend quelqu'un d'autre. Si bon soit-il, même si c'est les meilleurs du monde. Et ce genre de règle qui garantit un renouvellement, c'est quelque chose qui est naturel pour des mathématiciens. À 40 ans, ça garantit, ce couperet à 40 ans garantit que ça va automatiquement être attribué à des jeunes et servir à la fonction d'encouragement. Pour ce qui est de la question d'arriver à faire de la recherche encore ou pas, là c'est moi qui cherchais les ennuis. Hein. Il aurait suffi que je refuse toute demande d'interview et que je n'écrive pas de bouquin pour que ma vie soit bien plus simple. Hein. Si en plus je n'étais pas directeur d'institut et vice-président de think tank et président d'association, ça sera encore plus simple, là j'aurai tout le temps que je voudrais. Petite remarque encore sur cette question d'âge, il y a quelque chose de profond aussi. Le prix Nobel est une règle, c'est qu'on ne vous donne pas le prix, même si vous êtes le plus malin, si le truc que vous avez imaginé est extraordinaire, on ne vous donne pas le prix avant qu'il y ait une confirmation expérimentale ou une mise en œuvre, une mise en application. S'il n'y a pas d'observation, vous n'avez pas le prix Nobel. Alors qu'en mathématiques, on vous récompense juste sur l'imagination. Et donc vous pouvez tout de suite déterminer si c'est bien ou pas, sans attendre qu'il y ait une confirmation. En physique, il a fallu attendre des décennies avant que l'intuition des X et des autres soit confirmée, qu'il existait des bosons supplémentaires par rapport à ceux qu'on savait. Alors les implications, c'est quelque chose qui est pas mal pour la médaille Fields, c'est que vous vous retrouvez typiquement, la semaine dernière, donc j'étais à Singapour, c'était un colloque de prix Nobel, on était 20 ou 25, il n'y avait que des prix Nobel, plus des médailles Fields et des prix Turing, c'est pour l'informatique. Et j'étais largement le plus jeune. C'était un truc qui est fait pour les thésards singapouriens. Ils invitent ces prix Nobel, des bonnes conditions. Hein. 4 étoiles, le chauffeur, l'accompagnateur, la voiture flambant neuve. Bon. Et puis, alors ils font bosser. Et puis, ils les mettent en contact avec les thésards, et des thésards qui viennent un peu partout dans le monde. Et le but, c'est que les thésards puissent discuter avec les prix Nobel, s'inspirer, ainsi de suite. Et puis, il y avait des cérémonies et tout ça, et ben, je vous garantis qu'à l'applaudimètre, parmi les jeunes, c'est moi qui gagnais haut la main, hein, parce que la différence d'âge avec les autres était telle que, évidemment, les jeunes se sentaient beaucoup plus proches. On voit que ça a d'intéressant aussi, cette limite d'âge. Bon, ben voilà, je vais m'arrêter là.